Le tueur en série dont je vais vous parler dans cette vidéo a sévi pendant de nombreuses années. Malheureusement, avec le manque de technologie à l'époque et surtout le manque de preuves, celui-ci a pu continuer son massacre, terrorisant de nombreuses familles. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained dans laquelle je vais vous parler d'un tueur en série. Habituellement, c'est plutôt Elliot qui traite les tueurs en série sur cette chaîne, mais celui-ci m'a beaucoup interloqué, j'ai donc pris la décision d'écrire dessus et de vous en parler. Je risque de pas mal rester sur mes notes pour cette vidéo parce que nous avons de nombreuses victimes et je veux vraiment louper aucun détail. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour nous aider à développer Murders Explained. Dans 800 abonnés, nous sommes 50 000 et sur ces belles paroles, je vous laisse avec le générique. Notre histoire commence un matin de 1993. Nous sommes au mois d'août, le 14. Rick, de son nom complet Rick Passaccio, a décidé de se lever tôt ce matin et ce n'était pas quelque chose d'inhabituel car comme chaque matin, en se levant tôt, il pouvait sortir le chien qui vivait avec la famille, donc rien d'inhabituel. Cependant, ce matin-ci, lorsqu'il se réveilla, il ouvre la porte et au lieu d'être dans sa routine matinale, il tombe sur le cadavre de sa fille, Tricia, allongée sur le dos. Il se rend compte assez rapidement qu'elle est décédée, étant donné qu'il y avait une mare de sang. Le médecin légiste, qui est venu quelque temps plus tard, a rapidement déterminé qu'elle avait été poignardée au moins 12 fois, comme si quelqu'un l'avait vraiment poignardée de manière frénétique, sans s'arrêter. Son cœur, ses poumons, son abdomen, sa clavicule et son dos avaient tous subi des blessures très profondes. Son bras gauche était cassé et il semblait qu'elle avait essayé de lutter contre son agresseur. Heureusement, on a pu retrouver des échantillons de peau qui ont été retrouvés sous ses ongles et qui ont été gardés comme preuve. Mais comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, malheureusement, à ce moment, la technologie n'était pas la même. Il n'y a pas eu de signe visible de viol, mais ça a toujours été une théorie qu'on a gardée dans un coin de notre tête. Pour vous parler un tout petit peu de Tricia, les détectives ont appris que c'était une jeune fille de 18 ans qui venait d'obtenir son diplôme d'études secondaires et qui participait à des activités dans la ville. Elle ne faisait absolument rien de mal. D'après ce qu'ils ont pu recueillir comme information, le soir avant le meurtre, elle était rentrée chez elle assez tôt et visiblement, son tueur l'aurait attendue sur le porche arrière de la maison. Personne n'a déclaré voir ou entendre quelque chose d'inhabituel, donc malheureusement, c'était très compliqué de savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer. On a soupçonné que le tueur aurait mis la main devant la bouche de Tricia lorsqu'elle aurait essayé de crier, donc personne n'aurait rien entendu. On se rend compte également que dans ses antécédents, on n'a rien à dire, elle n'a pas d'ennemis, on peut pas vraiment mettre un nom sur quelqu'un qui lui en aurait voulu. Elle était excellente à l'école, elle était aussi très impliquée dans les activités du lycée et dans les activités de la ville et tout le monde n'avait que des choses positives à dire sur elle. Les détectives ont donc fait un tour du voisinage pour essayer de comprendre, de savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et il y a un nom qui n'arrêtait pas de ressortir, celui de Michael Gargiulo, qui avait 17 ans. C'était ce qu'on appelle une tête brûlée, qui avait la réputation d'être un petit jeune homme assez dur, qui se mettait en colère très rapidement, qui était très provoquant. Mais de l'autre côté, des personnes le décrivaient comme doux, gentil, un peu angélique. Donc une sorte de double face, ce qui ne présage rien de bon. Les enquêteurs ont réussi à retrouver Michael et il a reconnu qu'il connaissait Tricia et sa famille et il avait même dit qu'il passait pas mal de temps avec le frère de Tricia. Malheureusement, je vous l'ai dit, la technologie, les tests ADN et tout ce qui s'ensuit n'étaient malheureusement pas au point à ce moment. Donc toutes les traces qu'on a pu prélever sous les ongles n'ont pas vraiment donné grand chose. Par contre, on a pu les conserver. On n'avait aucune preuve que Michael pouvait être le tueur, que Michael pouvait être aussi une menace que ce que des voisins le laissaient entendre, donc il a été libre. Les autorités n'ont malheureusement pas retrouvé la personne responsable du meurtre de Tricia et l'affaire s'est refroidie. 10 ans se sont écoulés avant qu'un suspect ne soit identifié. Même si celui-ci est resté libre, il a pu frapper à nouveau en attendant.
Nous sommes maintenant en 2001, toujours au mois de février. Je vous parle de Ashley Ellerin, une fille qui venait de Californie et qui avait 22 ans. Elle était étudiante, mais en même temps, elle était aussi passionnée par la mode et elle aimait beaucoup sortir avec ses amis. Elle travaillait dans un club de nuit et elle fréquentait The Fashion Institute of Design and Merchandising. Le travail qu'elle avait n'était pas vraiment son premier choix, mais elle n'avait pas le choix en étant étudiante et surtout ça lui permettait d'avoir un bon salaire, ce qui lui permettait donc de pouvoir vivre, d'avoir un appartement dans une résidence et surtout de pouvoir sortir avec ses amis. Et d'ailleurs, quand elle n'était pas à l'école ou au travail, Ashley passait énormément de temps avec son petit ami, Ashton Kutcher, qui lui était un acteur prometteur. Ashton va être très important pour le reste de l'affaire, retenez-le bien. Ils sortaient ensemble depuis seulement quelques semaines, mais ils passaient vraiment tout leur temps ensemble. C'est-à-dire que quand elle travaillait pas et que lui non plus, ils faisaient en sorte de se voir. Et d'ailleurs, dans la soirée du 21 février 2001, ils avaient prévu un date. Et lorsque Ashton est arrivé à l'appartement de Ashley, il frappe à la porte et personne ne répond. Il se dit que peut-être elle est contrariée parce qu'il est arrivé un petit peu en retard, donc il commence à regarder par les fenêtres aux alentours, mais il voit rien. Il remarque seulement une tache, un peu brune, rouge bordeaux, et il pense que c'est du vin rouge qui a été étalé sur le salon, peut-être un verre qui est tombé. Il se dit que finalement elle ne veut juste pas ouvrir, que peut-être elle ne veut pas le voir aujourd'hui, donc il décide de rentrer. Malheureusement, le matin du 22 février, la colocataire de Ashley, Jennifer, ouvre la porte et tombe sur une scène de crime. Elle se dirige vers sa chambre et elle tombe sur le corps de son ami, Ashley, allongée devant la porte de la salle de bain, couverte de sang. Ce n'était donc pas du vin rouge. Les ambulanciers arrivent très rapidement et ils ont déterminé que Ashley était morte depuis quelques heures. Une autopsie a révélé, je cite, que Ashley avait été poignardée 47 fois avec une énorme violence et la lame avait traversé son corps et était ressortie de l'autre côté. Nous avions une coupure profonde dans sa gorge qui aurait été mortelle et sa tête avait presque été coupée. Ses mains et ses bras présentaient un certain nombre de marques de coupe qui étaient classées comme des blessures défensives. Tout comme Tricia, on n'avait aucune preuve de viol. Et surtout, je le lis à Tricia parce que j'ai lu cette affaire entièrement, mais à ce moment, on se disait pas qu'on était sur un tueur en série. Ashton Kutcher a rapidement entendu parler de la nouvelle, du fait que sa petite amie était morte. Et il a contacté la police immédiatement pour coopérer. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que en fait, la tache qu'il avait vue n'était pas du tout du vin rouge, mais bel et bien le sang de sa défunte petite amie. Les enquêteurs ont décidé de prendre les choses dans l'ordre, ils sont allés interroger tout le monde, d'abord son petit ami, ensuite les amis, ensuite les proches, etc. etc. Et une fois qu'on avait épluché tous les dossiers, on a commencé donc à se poser la question de qui aurait pu être le suspect. Et à chaque fois que des amis étaient interrogés, ils parlaient de quelqu'un qui n'arrêtait pas d'observer Ashley, qui la suivait un peu partout, qui était obsessionnel avec elle. Les détectives ont donc compris que c'était une piste qu'il fallait suivre. Malheureusement, lorsqu'ils ont décidé d'aller chercher cet homme, ils sont allés le chercher dans un centre technique de climatisation où il était censé travailler et on savait juste qu'il était nommé Mike. En faisant quelques recherches, bien qu'il soit introuvable, ils ont vite compris que Mike était le surnom de Michael Gargiulo. Ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, celui-ci aurait quitté le pays au moment où il le cherchait. Coïncidence, hasard ou juste coup de chance, lorsque la police de Los Angeles travaillait sur le tueur de Ashley, ils ont été contactés par les enquêteurs de l'Illinois qui, eux, continuaient de chercher par rapport à l'affaire refroidie de Tricia. Et donc, ils se sont rendus compte que leur suspect commun, Michael Gargiulo, avait déménagé en Californie en 98 et il fallait à tout prix le retrouver. De plus, avec les années qui ont passé, la technologie ADN avait un petit peu évolué, donc on voulait voir si l'ADN retrouvé dans la pièce où Ashley a été tuée et l'ADN retrouvé sur Tricia pouvait être un match. Ils ont décidé de faire autrement, étant donné que 2 ans plus tard, ils ont réussi à retrouver Michael et ils ont prélevé de son ADN et ils ont regardé si c'était un match avec celui retrouvé sur Tricia. Évidemment, c'en était un. On a remis cette preuve au procureur de l'État de l'Illinois et celui-ci a dit que c'était insuffisant comme preuve pour pouvoir l'arrêter. Ouais, je suis aussi choqué que vous. Donc les enquêteurs n'avaient pas d'autre choix que de simplement l'observer et attendre qu'il fasse une erreur pour avoir une preuve plus suffisante pour le procureur afin de pouvoir arrêter cet homme. Je trouve que c'est extrêmement décevant. Maintenant, je vous parle de Maria Bruno, 32 ans, qui était une mère de 4 enfants
et qui traversait une période assez difficile fin 2005. Elle venait du Salvador et elle venait de se séparer de son mari. Elle avait besoin d'un énorme temps pour faire un point sur cette situation, sur sa vie et sur ce qu'elle voulait. Donc elle avait déménagé de chez elle, de la maison qu'elle partageait avec son mari, et elle s'était installée à l'est de Los Angeles, dans un appartement de El Monte. Elle avait choisi cet endroit justement qui était censé être un endroit très sécurisé. Je pense que oui, en fait, elle a dû tout simplement casser toutes ses habitudes en se séparant de son mari, et par conséquent, elle voulait quand même être dans un endroit qui était sécurisé. Pendant son installation, Maria avait laissé ses enfants, qui avaient tous moins de 5 ans, sous la garde de leur père. Elle était donc toute seule. Le mariage était très instable, la séparation a été très compliquée, mais les deux ont décidé de rester en bons termes pour le bien des enfants, et parce qu'ils se connaissaient et qu'ils se sont aimés. Dans la nuit du 1er décembre, Maria était très endormie. Elle était dans un sommeil profond, et un homme est rentré chez elle par la fenêtre de la cuisine. L'attaque qui a suivi a été qualifiée de dégoûtante au point où les enquêteurs, les médecins légistes, ont été choqués de la scène de crime, alors que c'est leur travail. Je cite, Irving Bruno, l'ancien mari, a eu le malheur de trouver le corps gravement mutilé de sa femme, le lendemain, après qu'elle ne soit pas venue chercher les enfants. L'état horrible dans lequel elle avait été laissée était quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Maria était morte de plusieurs coups de couteau. 17. On a également vu, et je vous invite à ne pas manger pendant cette phrase, que ses seins avaient été arrachés par cette attaque vraiment sadique et qu'on avait mis un de ses mamelons sur sa bouche. C'est absolument horrible. Le tueur a essayé de couvrir ses traces, mais il a pourtant laissé un chausson d'hôpital qui était juste devant la porte de l'appartement de Maria. Chausson qui sera très utile. Les détectives ont pu retirer l'ADN de la housse de ce chausson et celui-ci sera utilisé. Malheureusement, c'est que pour ce crime, il n'avait pas de suspect en tête. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire un fil conducteur sur une histoire avec des meurtres et on sait déjà qui est le suspect. Malheureusement, eux, ils ne l'avaient pas. Donc, ils ne pouvaient pas faire correspondre cet ADN avec quelqu'un. Ça aurait été trop compliqué. Ils ont essayé de voir avec les personnes d'intérêt dans cette affaire, même l'ex-mari, vraiment tout le monde, mais ils n'ont rien trouvé. Donc, ils se sont dit que le seul moyen de trouver qui aurait pu être l'auteur de ce crime horrible aurait été d'attendre qu'il fasse une erreur. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir relier son ADN dans un petit instant. Maintenant, nous passons en 2008, le 28 avril. Michelle Murphy, qui a 26 ans, dormait dans sa maison de Santa Monica. Elle s'est réveillée d'un coup très bizarrement parce qu'elle sentait une sensation de poids mais aussi de brûlure sur son bras et sur sa poitrine. Elle a cru qu'elle faisait un cauchemar, mais en ouvrant les yeux, elle vit un homme sur elle. Il était en train de la poignarder avec un gros couteau. Son instinct de survie vraiment incroyable a pris le dessus. Elle a repoussé son agresseur. Elle a réussi à lui faire peur au point où celui-ci est parti. Et d'après ce que j'ai lu, il se serait excusé avant de partir. Très étrange. Elle l'a frappé, elle lui a donné un coup de pied et elle s'est vraiment défendue. On a d'ailleurs appris que l'attaquant avait fait une erreur cette nuit. Il s'était coupé sans faire exprès. Par conséquent, il a laissé traîner du sang un petit peu dans tout l'appartement. Michelle a été poignardée 8 fois, elle était à bout de force et je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à se glisser jusqu'au téléphone afin de contacter les autorités. Les agents qui ont répondu ne savaient pas du tout qui était l'attaquant, mais moi je vous le dis, c'était la personne qui a attaqué Tricia et qui a attaqué Ashley et qui a également attaqué Maria, et grâce à l'appel de Michelle, cette affaire va pouvoir être résolue. Lorsque les autorités ont mis l'ADN qui a été retrouvé, donc l'ADN du sang, dans l'appartement de Michelle sur leur base de données, ils ont eu un match. Évidemment, l'échantillon correspondait à Michael Gargiulo. Ils ont fait une recherche assez rapide et les enquêteurs ont appris qu'il vivait juste en face de chez Michelle. Il a donc été placé en détention enfin le 6 juin 2008 et en retraçant tous ses mouvements depuis son arrivée en Californie, les enquêteurs ont découvert qu'il déménageait assez régulièrement. On a vu qu'il avait vécu juste à côté de chez Ashley et aussi de chez Maria au moment de leur meurtre. Les détectives ont réussi à obtenir un mandat de perquisition pour son ancienne résidence, donc quand il habitait à côté de chez Maria, pour voir s'il pouvait être lié au meurtre, parce que je vous rappelle qu'on n'avait pas de suspect. Et justement, dans une zone qui était une zone de stockage, ils ont retrouvé un chausson identique à celui qui avait été laissé devant la chambre de Maria. Devant son appartement d'ailleurs, pardon.
Vous vous en doutez, on a pu également faire donc une analyse ADN du chausson qui a été retrouvé sur la scène de crime, de celui qui a été retrouvé chez Michael lorsqu'il habitait en face de chez Maria, et les deux ont été un match. Donc tous les deux ont été liés à Michael, et Michael est devenu le suspect principal du meurtre de Maria. Au cours de l'enquête, on a également vu qu'il avait essayé de se rapprocher de Ashley un après-midi, alors qu'elle était en fait en train de se battre contre un pneu crevé. Elle était très inquiète, elle n'arrivait plus à avancer sa voiture, et apparemment, il aurait essayé de vouloir offrir ses services. Il aurait été prêt à tout pour l'aider. Elle pensait que c'était un simple voisin, mais malheureusement, il avait d'autres pensées derrière la tête. Selon les proches de Ashley, Michael la suivait tout le temps. Il l'avait harcelée pendant des jours et des semaines qui ont suivi cette fameuse rencontre. Apparemment, il s'asseyait souvent dans sa propre voiture et il essayait de l'observer lorsqu'elle arrivait chez elle. Il l'observait de loin également, il la regardait en train de vivre chez elle. C'est assez flippant. On a d'ailleurs eu un ami de Ashley qui serait allé demander à Michael pourquoi est-ce qu'il faisait ça, et il se serait énervé, il serait parti au quart de tour. Comme je vous l'ai expliqué dans la toute première partie de cette vidéo, il était assez susceptible. 3 mois après son arrestation, il a officiellement été accusé des meurtres de Maria Bruno et de Ashley. On a d'ailleurs nommé ce tueur The Streeter Killer, mais également The Hollywood Ripper. Selon lui, il a été accusé à tort, et surtout on a appris que c'était un père de famille. Il a été incarcéré attendant son procès, et pendant celui-ci, Michael a dit que le fait que son ADN soit retrouvé chez les victimes n'était qu'un pur hasard et qu'il n'avait rien à voir avec ces meurtres. Comme il n'était accusé que de 2 chefs d'accusation de meurtre, les autorités ont pensé qu'il y avait d'autres victimes, quelque part. Étant donné qu'on savait qu'il avait tenté de tuer Michelle, on se dit que peut-être il a été lié à d'autres crimes, sans qu'on le sache. Le 7 juillet 2011, des responsables du comté de Cook, dans l'Illinois, ont accusé Michael d'être à l'origine du meurtre de Tricia. Vous allez voir, la famille de Tricia a été prévenue beaucoup plus tard que c'était lui qui était à l'origine de ce meurtre. Je trouve que c'est un peu dommage et qu'ils auraient dû leur dire dès le début, dès qu'ils avaient les soupçons et dès que il a été arrêté, parce que laisser cette famille dans l'ignorance, je sais pas si c'était quelque chose à faire. Après des années de report, des années d'attente et des années d'enquête, il a finalement été mis devant le tribunal en 2019, le 2 mai. Ashton Kutcher avait pris position pour raconter tous les événements de la nuit fatidique 10 ans plus tôt. Il se souvenait avoir téléphoné à Ashley à 20h24, qu'il devait aller chez elle, qu'elle ne répondait pas. Il a vu la tâche qu'il a pris pour du vin, il regarde par la fenêtre, il se rend compte que peut-être elle ne veut juste plus le voir vu qu'il était en retard, et il rentre chez lui. On a également vu que Michael voulait plaider pour sa propre défense. Sauf que le jury a dit que s'il le faisait, vu son comportement au procès, moi je l'ai vu sourire de tous les côtés, s'il le faisait, finalement ça allait surtout desservir, que ce soit pour lui, pour les autres, et ça allait être insoutenable. Donc il n'a pas eu le droit de passer en tant que témoin pour sa propre défense. Le 15 août, Michael a été reconnu coupable des meurtres de Ashley, de Maria et la tentative de meurtre de Michelle. Quand sa phase de pénalité a commencé, on a entendu son fils à la barre qui a été supplié le procureur de ne pas le mettre à mort. En fait, il essayait de l'emprisonner à vie et de ne pas lui faire avoir une condamnation à mort. Le jury a sympathisé avec le petit, comme je l'ai lu, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je dis malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. Il a été condamné à mort par injection létale. Pendant qu'il est dans le couloir de la mort, on a en fait des nouvelles de l'état de l'Illinois et il contacte enfin la famille de Tricia. Les parents de Tricia ont appris en 2006, 3 ans après les faits, que l'ADN de Michael était celui sous ses ongles. Les motifs de Michael pour ces crimes ont choqué tout le monde et ont été horribles. Ils ont fait pas mal d'objets de débat. On a cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, pourquoi est-ce qu'il voulait être impliqué dans des meurtres. On a également vu qu'il n'avait pas commis de viol comme je vous l'ai dit, mais il a été théorisé qu'il avait reçu une gratification sexuelle en poignardant les victimes. J'ai lu que ça s'appellerait le piqueurisme, je cite, un intérêt sexuel à pénétrer la peau d'une autre personne avec des objets pointus. Concernant Michelle Murphy, la seule victime qui s'en est sortie, bien qu'aujourd'hui elle aille mieux physiquement, il faut savoir qu'elle a toujours des traumatismes, elle a très peur de dormir, elle a très peur d'être toute seule et je pense que c'est quelque chose qui restera à vie dans sa tête. À première vue, Michael semblait être un voisin assez amical qui voulait aider, qui était souriant, bien que quand on apprenait à le connaître, on se rendait aussi compte de sa subtilité et de ses excès de colère. Et la question qu'on peut se poser à la fin de cette vidéo est: connaissons-nous vraiment nos voisins ?
Les crimes commis au sein d'une famille sont des choses que nous voyons régulièrement sur cette chaîne. Dans la vidéo du jour, je pense que vous allez être un petit peu choqués du dénouement et de l'enquête qui se sont déroulées par rapport à l'histoire de Riley. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, comme je viens de vous le dire en introduction, nous allons donc parler d'une jeune adolescente qui a connu un destin tragique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous aider à développer la chaîne. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette histoire, nous sommes aux États-Unis, en Virginie occidentale. Nous sommes en 2019, un petit matin, celui du 8 mai, qui commence comme n'importe quel autre jour. Nous sommes dans la maison de la famille de Chantel Oakley, qui était avec ses 3 enfants et son petit ami, Andy McCauley. Chantel se préparait pour emmener ses enfants à l'école et elle a remarqué que Andy, son petit ami, était déjà parti sur le chantier. Il travaillait comme employé de construction. Juste avant de sortir, elle a voulu aller voir si Riley, sa fille âgée de 15 ans, était dans sa chambre, oui ou non. Et elle n'y était pas. C'est quelque chose qui était habituel parce que Riley avait pour habitude de partir assez tôt à l'école. Plus tard, dans l'après-midi, Chantel a reçu un message de l'école qui lui informait que sa fille n'était pas venue au cours. Elle trouve ça étrange, donc elle raccroche le téléphone avec l'établissement et elle décide d'appeler le portable de sa fille. Malheureusement, personne ne répond. Elle contacte donc les amis de Riley et une fois de plus, personne ne répond. On lui dit que personne n'a entendu parler d'elle ou lui a parlé depuis la journée. La mère décide donc d'aller regarder les médias sociaux parce que sa fille était accrochée à son téléphone. Elle était très souvent active sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Mais elle s'est rendue compte qu'il n'y avait eu aucune activité sur aucun de ces réseaux depuis la soirée précédente. Très étrange. Donc Chantel a été déposé un rapport de personnes disparues à la police de Berkeley Springs en Virginie occidentale, là où il vivait. Le père de Riley a été informé que sa petite avait également disparu et il a décidé de se montrer très préoccupé par rapport à tout ça. Il se dit que c'est impossible qu'elle soit partie elle-même, qu'il y avait forcément quelque chose derrière cette histoire. Riley était une fille responsable, qui mettait d'ailleurs beaucoup les sentiments des autres avant les siens, donc lui a vraiment insisté auprès des enquêteurs et de sa femme sur le fait qu'elle ne serait jamais partie sans rien dire. Elle l'aurait fait savoir à Andy, ou alors à sa maman. Les autorités locales ont pris cette affaire très au sérieux, directement. Ils ne sont pas dit on attend 48 heures, etc. Ils se sont déménés pour essayer de retrouver la petite. On a donc été fouillé dans sa chambre et malheureusement, cette fouille va confirmer que quelque chose de grave s'est produit. On se rend compte que la chambre est désordonnée, qu'il n'y a pas vraiment d'affaires qui sont rangées, mais c'est pas vraiment inhabituel. On est sur une chambre d'adolescente.
Par contre, avec l'aide de Chantel, les enquêteurs ont regardé pièce par pièce en examinant absolument tout pour savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait être inhabituel. Et dans la chambre, parmi tout le bazar, on a pu retrouver ses lunettes et son sac à main. Deux objets qui ne quittaient jamais Riley lorsqu'elle n'était pas là. Donc très étrange qu'elle ne les ait pas pris. Ils ont aussi trouvé son sac avec tous ses livres scolaires, laissant comprendre qu'elle n'était donc pas allée à l'école. Et finalement, ils fouillent un petit peu plus et ils trouvent sous sa couette, dans son lit, des traces de sang. Traces qu'ils ont donc fait analyser et ils se sont rendus compte que c'était bel et bien le sang de Riley. Les détectives ont essayé de trouver son téléphone portable avec, vous savez, les services de localisation, etc. Et ils se sont rendus compte que le téléphone était éteint. C'est très étrange parce que je vous rappelle qu'elle était toujours scotchée à son téléphone et toute personne qui la connaissait dira et disait d'ailleurs que justement c'est impossible qu'elle n'ait pas de batterie. C'est vraiment impossible qu'elle soit inactive. Quelqu'un a forcément éteint son téléphone. La chronologie des événements ont montré que la dernière personne qui avait vu Riley était sa grand-mère, qu'il aurait vue vivante, en bonne santé, à 7 h du soir, le jour précédant sa disparition. Toujours dans la reconstitution de la chronologie, quelques heures plus tard, Chantel était rentrée chez elle. Elle avait 2 emplois pour bien mener la famille avec Andy, justement, et Andy aurait été assoupi dans le salon. Chantel dit qu'elle pense qu'il avait fait semblant de dormir. Mais bon, il n'y avait rien d'inhabituel, rien de bizarre, peut-être qu'il avait un petit peu trop bu. Andy était quelqu'un qui prenait des substances. Elle s'est rendue compte, ce soir-là toujours, que les enfants étaient tous en train de dormir, donc elle est allée se coucher également. On a regardé les relevés téléphoniques de Riley et on s'est rendu compte que le soir, avant qu'elle disparaisse, elle échangeait des messages avec plusieurs de ses amis avant d'arrêter et d'aller dormir. Vers 23 h, elle était de nouveau active et elle envoie un message à son petit ami, Hayden. Et on pouvait lire « Andy est dans ma chambre, j'ai très peur ». Malheureusement, son petit ami s'était déjà endormi, donc il a vu son message plus tard le lendemain matin. Et il était trop tard. Les enquêteurs se sont dit que Andy McCauley était certainement plus important que ce qu'il le laissait paraître par rapport à cette disparition. Il avait 41 ans au moment des faits et il a été amené pour un interrogatoire. Selon ce qu'il a dit, il aurait vu sa fille la dernière fois entre 9h30 et 10h quand elle lui a dit qu'elle allait au lit, donc je parle du soir évidemment. Il est catégorique sur le fait que ce qui lui est arrivé après est un mystère pour lui et qu'il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Ce que les enquêteurs savaient et que lui ne savait pas, c'est que sur les dossiers téléphoniques de Riley, ils ont vu que le papa a donc appelé Riley à 3h, 3h34 et 3h52 du matin pendant qu'il disait être endormi.
D'ailleurs, il avait utilisé une fonction qui permettait de masquer son numéro. Mais avec la technologie, les enquêteurs ont très vite retracé qui était la personne derrière ces appels anonymes. Il s'agissait de Andy. On a également vu que Riley aurait essayé de faire un FaceTime avec son petit ami Hayden à 5h15 du matin, mais malheureusement, il dormait. On ne saura jamais ce qu'elle voulait lui dire à ce moment-là. On ne saura jamais si elle était en danger à ce moment-là, si c'est quelqu'un d'autre qui a pu appeler. Mais beaucoup de gens se disaient qu'elle sentait que des choses horribles allaient lui arriver et qu'elle voulait prévenir son petit ami en pensant qu'il allait répondre. Les enquêteurs ont donc décidé de parler aux collègues de Andy McCauley et ils ont trouvé des informations. On a pu savoir que la journée de travail avait à peine commencé le lendemain de la disparition de sa fille, qu'il avait emprunté un camion à l'entreprise, il est parti vers 9h du matin, il disait qu'il avait une course à faire et qu'il devait revenir, et la journée est passée et il est revenu beaucoup plus tard, vers 14h. Qu'a-t-il fait avec ce camion d'entreprise? Très bonne question. Les détectives ont aussi essayé de retracer tout ce que Andy avait fait, notamment avec son téléphone, etc. Mais malheureusement pour eux, son téléphone avait été oublié ce jour-ci et Andy n'avait pas fait exprès de l'oublier, c'est-à-dire qu'il l'avait laissé chez lui dans la panique parce qu'il partait très rapidement, certainement parce qu'il avait quelque chose à cacher, mais c'est quelque chose qui lui a donc porté chance, étant donné qu'il ne savait pas que la police allait plus tard utiliser son téléphone pour retracer son parcours. Donc il a été chanceux malgré lui. Les enquêteurs ont donc été regarder le camion en question, le camion dont je vous ai parlé, et ils ont dit qu'il puait vraiment très fort. Ils ont détecté des traces de chaux, qui est un composé chimique qui permet d'accélérer la décomposition. On a des chiens cadavres qui ont confirmé que le véhicule avait été utilisé pour transporter un corps. Et l'histoire de Andy McCauley était en train un petit peu de s'effondrer. C'est-à-dire que la version qu'il avait donnée, plus personne ne la croyait. Et donc on a eu une équipe de plus de 300 bénévoles qui ont aidé à rechercher Riley, avec notamment des chiens chercheurs, des grandes battues, etc. Le 16 mai, 8 jours après la disparition, on ne l'a toujours pas retrouvé. Et pour le moment, on n'avait pas de corps, donc on avait toujours des espoirs essayant de faire tenir le fait qu'elle pourrait être en vie. Mais ces espoirs étaient aussi en train de s'estomper, parce qu'on ne retrouvait rien, on ne la trouvait pas elle. Et c'est quelque chose qui a vraiment détruit la famille. Lorsque les enquêteurs ont été attirés dans un certain endroit avec des chiens, parce qu'il y a des buses qui volaient justement au-dessus, ils ont découvert des restes qui étaient allongés sur une colline à Tuscarora Pike. Une identification provisoire a pu être faite, notamment grâce aux vêtements, et on s'est rendu compte que le corps pouvait être celui de Riley. Non loin du corps, on a également trouvé des vis et d'autres vestiges de chantiers de construction, comme des sacs à ordures de taille énorme. Et je vous rappelle que Andy McCauley travaillait sur un chantier et qu'il était employé de construction. On a aussi vu des taches de boue de cloison qui ont été mises sur le corps, et les enquêteurs en ont eu marre. Ils se sont dit, c'est sûr et certain que c'est Andy McCauley qui est derrière ce crime, il faut qu'on arrive à le prouver. Donc le corps a bel et bien été identifié comme celui de Riley, et les enquêteurs, eux, ont décidé d'arrêter Andy et de l'accuser du meurtre. Mais le but maintenant était de faire de cette affaire une affaire béton, pour pouvoir le faire condamner. Les procureurs ont dit que M. McCauley était entré dans la chambre de Riley plus d'une fois la nuit de sa mort. C'était d'ailleurs quelqu'un qui était connu pour être assez agressif lorsqu'il était sous influence, et je vous l'ai dit, il buvait et prenait également de la cocaïne. Et apparemment, ils auraient dit qu'il aurait attendu qu'elle ne soit plus sur son téléphone pour passer à l'acte. On a également retrouvé la culotte de Riley déchirée, et donc il y a beaucoup de personnes, dont les enquêteurs, qui pensent qu'elle a été agressée sexuellement par son père. Lorsqu'elle se serait rendue compte de ce qui se passait, Riley aurait essayé de résister à ses avances, et à un moment donné dans cette lutte, il serait devenu violent, il l'aurait frappé, et c'est ce qui aurait fait les éclaboussures de sang dans le lit.
La mort a été considérée comme un homicide en raison de l'état de décomposition du corps, mais le médecin légiste n'a jamais pu déterminer comment est-ce que tout ceci était arrivé. Mais même si ça n'a pas pu être prouvé, du sang et de la salive trouvés sur son oreiller ont conduit les enquêteurs et les procureurs à penser qu'elle aurait pu être étouffée à mort. Une fois qu'il avait terminé son acte, littéralement, Andy s'est dit comment est-ce que je vais faire, et il aurait tout simplement refermé le lit sur le corps de Riley. Étant donné qu'il savait qu'il pouvait avoir un camion dès le lendemain, je pense qu'il a fait en sorte d'essayer d'aller chercher le camion avant que tout le monde se réveille, de mettre le corps de Riley à l'intérieur et ensuite de repartir au travail. Je vous rappelle que le matin du 8 mai 2019, la maman s'est réveillée, elle a préparé les enfants pour aller à l'école, elle a vérifié si son petit ami était là, il était déjà parti au travail. Et après, elle est allée voir si Riley était dans sa chambre. Et pour elle, elle était déjà partie à l'école. Raison pour laquelle les enquêteurs pensent donc qu'il a fait en sorte d'enlever le corps avant tout ça. Lorsqu'il s'est rendu compte que tout son crime se déroulait finalement comme sur des roulettes, que personne n'allait l'arrêter et qu'il pourrait s'en tirer avec un meurtre, il a un petit peu baissé sa garde. Vers 9h30 du matin, il aurait donc eu le corps de sa fille derrière dans le camion et il aurait été la déposer à Tuscarora Pike pour jeter les restes dans les bois. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que ce camion, il a été enregistré sur des caméras de surveillance en fait. Il passait dans certaines rues et il y avait des caméras de surveillance qui étaient en train de filmer absolument tout ce qui se déroulait. Et par conséquent, pour le procès, c'est quelque chose qui l'a beaucoup accablé. On l'a vu passer devant une école et ensuite dans un magasin, face à la route de la montagne en question où le corps a été retrouvé. Les images ont été montrées au procès et il a affirmé qu'il avait emprunté le camion pendant quelques heures, non pas pour cacher un corps, mais plutôt pour aller acheter de la cocaïne. Sauf qu'on lui a informé que la trajectoire qu'il a pris était également la trajectoire du tueur de Riley. Il a encore une fois changé son histoire. Il a voulu dire la vérité, mais il a dit autre chose. Il a dit qu'il est allé sur cette montagne, qu'il allait déposer le corps en bas de cette falaise pour tout simplement lui tirer dessus. Il s'est dit qu'en confessant un crime, il pourrait tout simplement en couvrir un autre, mais les enquêteurs n'y ont pas cru. En octobre 2021, après 2 années de bataille juridique, le jury a déclaré McCulley coupable du meurtre au premier degré dans le meurtre de Riley et il a été condamné à la prison à vie. Il a aussi été reconnu coupable d'un chef d'accusation distinct de maltraitant d'enfants entraînant la mort, pour laquelle il a eu une 2e condamnation à perpétuité. L'équipe de défense a décidé de déposer une requête demandant que son client soit autorisé à purger les peines en même temps, ce qui aurait fait en fait peut-être une libération future, c'est-à-dire qu'en mettant les peines en même temps, il aurait pu demander peut-être plus tard une libération conditionnelle. Mais le juge a pas voulu, il a rejeté la demande et au lieu de prendre le risque que Andy McCulley puisse un jour être libéré, il a décidé d'attribuer les 2 peines à la suite, faisant en sorte qu'il soit pour toute sa vie enfermé derrière des barreaux. Étant donné que c'est quelque chose qui a pu être donné par le juge, on a appris que le meurtrier de Riley ne sortira jamais de prison et c'est quelque chose qui a rassuré toutes les personnes qui pouvaient se trouver autour de Andy mais qui aussi pleuraient la mort de Riley. On a aussi appris que Chantel a demandé le divorce. Évidemment, elle ne voulait plus rester avec cet homme, elle l'a détesté du plus haut point. Et surtout, elle ne voulait pas non plus rester dans cette maison dans laquelle sa fille de 15 ans a donc été tuée par son petit ami. Donc elle a déménagé et sachez que la maison a été démolie en 2021 tellement c'était insoutenable en fait de passer devant, dedans, etc. C'était vraiment un meurtre qui était horrible.
Chantel a donc pris ses fils qui restaient et elle a déménagé dans un endroit que personne ne connaît, certainement par sécurité. On a également appris qu'il ne verrait pas ses enfants pour les prochaines années. Je ne sais pas ce qu'il en sera plus tard, mais pour le moment, il ne les verra pas. Et le meurtre de Riley a vraiment été une tragédie pour toutes celles et ceux qui la connaissaient. Il y a quelques mois, une disparition et une affaire ont totalement choqué la France. Samedi 31 mars, cette histoire a connu un dénouement étant donné que des ossements ont été retrouvés. Vous l'avez compris, je vous parle ici de la disparition du petit Émile et dans cette vidéo, nous allons retracer toute l'enquête. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle de la disparition et donc de la mort du petit Émile. Je vous explique dans la présentation comment je vais traiter cette affaire. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je remercie également tous les meurdies et toutes les meurdies qui prennent le temps de liker les vidéos car ça nous permet vraiment de les voir être développées dans d'autres pages d'accueil sur YouTube. Je vous laisse avec le générique et c'est parti, plongeons-nous dans cette histoire. Vous l'avez donc entendu en introduction, aujourd'hui je vous parle de la disparition et de la mort de Émile Soleil. Ça fait quelque temps que vous nous demandez de faire un point sur cette affaire, de revenir sur l'enquête, sur les théories, et donc on va parcourir cette histoire en tant que fait divers depuis le tout début jusqu'aux révélations de ce samedi. Attention, nous ne sommes pas sur une vidéo récit, mais bel et bien une vidéo fait divers. Le but ici est donc de faire le point, de comprendre et de voir les moments clés et étapes de cette enquête. Je vais donc rester beaucoup sur mes notes pour ne pas bafouiller et vous donner les informations qui sont le plus correctes. Sans plus tarder, présentons Émile Soleil. Émile est donc né de ses parents Marie et Colombin, j'espère que je prononce très bien le nom du père. Cette famille vient du sud de la France, de Bouilladis, qui est une commune de 6000 habitants et qui se situe à environ 30 km de Marseille. Il a été décrit comme un petit garçon blond aux yeux bruns qui avait 2 ans et demi au moment de sa disparition. Pour revenir sur les faits, sur cette disparition, nous devons remonter en juillet 2023. Nous sommes le 8 juillet 2023. Nous sommes dans la matinée et Marie amène Émile, son fils, chez ses grands-parents maternels qui passent les vacances d'été dans une maison qui a été achetée au début des années 2000. Le but ici était donc de faire passer à Émile des vacances chez ses grands-parents. Cette maison, je l'ai lu, est au cœur du massif des 3 évêchés. Ce jour-là, le jour où Émile arrive, les grands-parents sont déjà chez eux avec 8 des 10 enfants qui sont âgés de 7 à 18 ans. Marie, qui est donc la plus âgée des grands-parents de Émile, est arrivée avec le petit. Elle le dépose et elle repart. Dans la matinée, les tantes et oncles de Émile, donc les frères et sœurs de Marie, ont décidé de construire une cabane pour justement les petits-enfants. Celle-ci a été construite un petit peu plus haut de la maison et c'est assez important pour le reste de cette enquête. Vers 17 h le même jour, Émile est vu en train de jouer dans le jardin et en fait, il attend la promenade familiale qui allait arriver. On a également vu le grand-père qui charge dans le coffre de sa voiture du fil électrique et des piquets pour clôturer un pré destiné à des chevaux. Donc jusque-là, rien d'inquiétant. Le problème, c'est qu'au même moment où la voiture est en train d'être chargée par le grand-père de Émile, celui-ci décide d'aller dans la rue et donc de sortir du jardin de la maison. Il a été vu portant un t-shirt jaune et un short blanc. Une question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est que peut-être il voulait rejoindre la cabane qui était donc au-dessus de la maison. Je cite ce que j'ai trouvé. Selon les déclarations de 2 témoins, le petit garçon est vu pour la dernière fois vers 17 h 15, marchant seul dans l'impasse du Haut-Vernet à environ 20 mètres de la maison familiale. Et puis, on ne le verra plus. À 18 h 12, environ 45 minutes plus tard, où la famille a recherché le petit garçon, on ne l'a pas retrouvé
Et donc, ses grands-parents signalent sa disparition à la gendarmerie et une enquête a été ouverte. Ceci était vraiment pour vous resituer le début de cette affaire. Nous allons maintenant voir les points clés de cette enquête, vraiment chronologiquement, les choses qui sont le plus ressorties dans les médias sur lesquels je me suis appuyé, ici Le Parisien, BFM, Le Figaro, et comme ça, on pourra retracer un petit peu toute l'histoire jusqu'au samedi 31 mars. Les 2 premiers jours de cette disparition, nous avons eu des battues qui ont été organisées avec énormément de bénévoles. Il y avait des centaines de personnes anonymes qui ont décidé d'aider. On a également eu des enquêteurs et des militaires qui ont inspecté tous les hectares 97 de champs de bois et de terrain. Malheureusement, ils n'ont rien retrouvé. On a aussi toutes les maisons du hameau qui étaient rattachées à la commune qui ont été fouillées. Les habitants ont été interrogés. Les véhicules ont été fouillés aussi de fond en comble, mais personne n'a rien trouvé. Le 12 juillet, nous apprenons via le parquet que nous passons à une enquête préliminaire. Et puis, quelques jours plus tard, le 18, le parquet annonce qu'il ouvre une infraction judiciaire justifiée par la complexité de cette affaire. On se rendait donc compte que cette affaire devenait justement de plus en plus complexe. On n'avait aucune preuve, il n'y avait absolument rien, aucune trace du petit, et par conséquent, ça devenait de plus en plus inquiétant. Nous vous l'avons d'ailleurs déjà expliqué, le plus important est d'essayer de chercher dans les 48 heures qui suivent la disparition, étant donné qu'après ça, malheureusement, les pistes, les théories et tout ce qui s'ensuit commence un petit peu à s'estomper. 2 juges d'instruction se sont saisis du dossier pour justement montrer que on était sur une recherche très inquiétante. On a eu un minutieux travail de données analytiques qui a été fait, c'est-à-dire, je cite Le Figaro, plus de 1200 appels passés à la ligne téléphonique dédiée, une masse considérable d'informations concernant la téléphonie de toutes les personnes qui ont borné vers le Haut-Vernay le jour de la disparition du petit. Donc pour vous expliquer, en gros, quand tu passes quelque part, ton téléphone émet un signal et ils ont retracé toutes les personnes qui sont passées aux alentours de cette commune le jour de la disparition du petit pour essayer de trouver quelque chose. Le 25 juillet, nous avons une équipe cinéphile spécialisée dans la détection des restes humains qui a été envoyée avec des drones également, déployés au Vernay pour essayer de trouver quelque chose. Malheureusement, en vain. Un mois plus tard, toujours dans les recherches, nous apprenons le 21 août que l'enquête judiciaire est élargie aux faits criminels d'enlèvement et de séquestration. Vous allez voir, on va en parler dans les théories à la fin de cette vidéo, mais il est vrai que j'avais lu à ce moment-là beaucoup de médias et de théoristes qui disaient qu'il était possible qu'on soit sur un enlèvement, voire un kidnapping avec séquestration. Je cite ce que j'ai trouvé sur Le Figaro pour terminer avec ce média. La décision, cette décision d'élargir l'enquête, est purement technique, n'est pas liée à une évolution sur la disparition qui est toujours inexpliquée. Mais ce cadre procédural offre plus de souplesse aux enquêteurs. En effet, en élargissant cette enquête à séquestration et enlèvement, les enquêteurs ont donc eu plus d'opportunités de recherche. Je vais maintenant un petit peu vous parler des parents. Dans leur première prise de parole, ils ont déclaré fin août dans l'hebdomadaire Famille chrétienne qu'ils n'avaient rien à cacher et ils disaient qu'il y avait des témoignages malveillants dans la presse. Je cite, « On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. » Ses parents ont diffusé un appel audio bouleversant, implorant quiconque ayant une information sur la disparition de leur enfant de se manifester. Où est notre petit garçon? Que lui est-il arrivé? Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir.
C'est vrai que j'avais vu beaucoup de médias et de gros titres accablant la famille et les parents principalement. J'ai également vu lors des recherches actuelles que il y avait des photos qui étaient floutées, des photos qui étaient non floutées. Donc j'ai pas vraiment compris s'ils voulaient se mettre en avant par rapport à cette affaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une famille qui est très religieuse et ça va nous être utile dans la partie théorie. Dans le même journal, donc Famille chrétienne, le 24 novembre, à la veille du 3e anniversaire du petit, les parents ont diffusé un appel assez troublant. Ils disaient notamment « Comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile ?» Mais toujours rien. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de 1000 manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile. L'hiver passe et c'est vrai que ça a été un moment compliqué pour les recherches parce que c'était l'hiver justement et qu'on l'a déjà vu dans des vidéos et c'est pas une période qui est très facile pour continuer des recherches, mais personne n'a perdu espoir et le 8 janvier 2024, le parquet indique que l'enquête est toujours très active, même si on en parle de moins en moins, mais qu'elle a pris une autre forme, un peu plus technique. Je cite ce que j'ai trouvé sur BFM, les enquêteurs de la gendarmerie doivent désormais analyser l'ensemble des éléments recueillis, et notamment une masse de données numériques et de téléphonie des personnes ayant borné sur place, ou aux alentours peu avant ou peu après la disparition. Après ça, nous n'avons pas eu de nouvelles par rapport à ces données, mais le 28 mars 2024, la famille d'Émile, des voisins et d'autres témoins, soit 17 personnes, ont été réunis par la justice pour une mise en situation du jour où le petit a disparu. Et c'est quelque chose qui a été assez pointé du doigt parce que 2 jours plus tard, une horrible découverte a été faite. En effet, le samedi 31 mars, il y a littéralement 2 jours, une fatale découverte a été mise en avant. Des ossements correspondant au corps du petit Émile ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. C'est une découverte qui met donc fin à 9 mois de recherche et enquête qui étaient autour d'une disparition. Je cite, « Samedi, la gendarmerie nationale était informée de la découverte à proximité du hameau du Vernay d'ossements, correspondant à ceux de l'enfant Émile Soleil. » J'ai vu que c'était une nouvelle qui était déchirante, mais également attendue. C'est ce qu'ont dit les parents via leur avocat, via un communiqué. Ils ont dit « Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. » Ils disent également qu'ils ne feront aucune autre déclaration. L'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Pontoise poursuit les analyses criminalistiques sur les ossements et la gendarmerie nationale se consacre à déployer des moyens pour entreprendre des recherches complémentaires sur la zone géographique où ils ont été retrouvés. Il y a énormément de personnes et de questions qui sont mises en avant, disant que c'est très étrange qu'on soit tombé sur ces ossements 2 jours après la mise en situation. Ils ne donnent aucun élément concernant la cause du décès ou concernant ce qu'ils ont trouvé. Nous avons également appris que ces ossements ont été retrouvés par un promeneur qui passait par là. On n'a aucune autre circonstance, on n'a aucune autre information. L'enquête est toujours en cours et je pense que justement en préservant ce qu'ils savent, ils pourront enquêter plus efficacement. Mais cette découverte d'ossements est quand même une étape très importante sur cette enquête parce qu'on n'est plus sur une disparition, mais on est sur une mort. Il n'y a aucune piste qui a été mise de côté, même si celle qui semble être le plus mise en avant est celle de la chute mortelle. À la suite des battues, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, la maison était à 1200 mètres d'altitude, la cabane qui a été construite, le hameau en général, et que peut-être effectivement le petit s'est enfui et a fait une chute mortelle. Mais comment est-ce que les ossements seraient arrivés ici? C'est une autre question. Nous ne savons également pas si tout ceci est donc lié à la reconstitution qui s'est déroulée 2 jours plus tôt.
Moi, je pense que ça peut avoir un lien. Je me demande comment est-ce qu'on a pu retrouver ces ossements d'un coup d'un seul après avoir littéralement cherché partout autour de cette zone pendant 9 mois. Et là, d'un coup d'un seul, on tombe dessus. Jusqu'à présent, on a eu un énorme suspect. Le suspect étant le grand-père maternel de Émile, Philippe, qui avait la garde de l'enfant ce jour-là. On va explorer les théories, mais je vous parle bel et bien de celui qui a chargé la voiture. Pour vous parler rapidement des théories, le grand-parent avait été entendu dans une affaire de violence au sein de la communauté religieuse pour enfants. Ce sont des faits qui remontent à 1990. Et comme je vous l'ai dit, la famille de Émile est très religieuse, donc ça a posé beaucoup de questions. Il a été entendu en 2018 par la police judiciaire de Lille pour les violences volontaires sur des enfants et adolescents, alors qu'il était éducateur dans une communauté catholique du nord de la France. À l'époque, il avait 26 ans, il se faisait appeler Père Philippe et il a été décrit comme strict, autoritaire et sévère. J'ai vu pas mal de choses qui ressortent et qui dévoilent des extraits de procès-verbaux où il reconnaissait avoir giflé et mis des coups de pied, mais aussi des coups de poing au niveau des épaules à des enfants. Il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été condamné, mais il a été placé sous le statut de témoin assisté. Vous vous en doutez, avec le passé qu'il a eu et la disparition de son petit-fils, il y a beaucoup de gens qui ont fait un lien. Et d'ailleurs, d'anciens élèves ont été auditionnés par les enquêteurs et pour le moment, je n'ai rien trouvé de plus. D'ailleurs, pour les habitants, c'est vrai que la famille est assez suspecte. Ils mettent en évidence l'implication de la famille du petit Émile le jour de sa disparition. Ils disent c'est quand même louche, ils étaient nombreux. Petit, nous n'avons jamais eu aucun problème. En tout cas, au village comme à Seine, tout le monde partage le même avis. Les habitants ont déjà une idée assez claire de ce qui aurait pu se passer ce 8 juillet 2023, mais moi je vous le dis quand même de faire attention avec ce genre de théorie parce que suite à toutes ces déclarations, on a donc eu les médias qui ont commencé à titrer que la famille pouvait être responsable, que les parents, les grands-parents, les tantes et les oncles pouvaient savoir beaucoup de choses qu'ils ne disaient pas et pouvaient avoir en effet une implication dans cette disparition et donc ici dans cette mort, sauf que si c'est pas le cas, ils s'en sont pris vraiment plein la tronche médiatiquement et sur des commentaires alors qu'ils étaient juste dans une tristesse et une panique. Donc c'est pour ça, faire toujours assez attention avec ce que les médias racontent et avec notamment ce genre de déclaration, je trouve. Pour un autre média, celui de Femmes Actuelles, il y a un expert qui s'est justifié au sujet d'une théorie. C'est un ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et il a dévoilé une hypothèse qui a déjà été mise en avant qui concerne la chute ou l'accident agricole. Selon lui, les gendarmes d'ailleurs ne sont pas totalement contre cette théorie et en gros le petit Émile aurait pu, en marchant sans être vu, être emporté par une moissonneuse batteuse et se retrouver dans une botte de foin. C'est quelque chose qui a été mis en avant, ça peut paraître assez lunaire, mais en effet ce sont des accidents qui arrivent, mais surtout si c'est le cas, qui aurait déplacé son corps. Une autre théorie qui rejoint l'enlèvement et la séquestration est que le petit aurait donc été enlevé et envoyé dans une autre famille. Malheureusement, si ça a été le cas, son destin aurait très mal tourné, vu la découverte du 31 mars. Et enfin, on a toujours cette théorie qui est par rapport à l'accident qui aurait pu arriver à cause de l'altitude, une chute mortelle. Peut-être que le petit a voulu rejoindre la cabane construite quelques heures plus tôt et que malheureusement, il a été victime d'un accident. C'est fortement possible aussi. Mais on peut aussi parler d'un accident de voiture et de personnes qui ne savent pas quoi faire du corps. Ou alors, je le dis quand même pour terminer cette vidéo fait divers, peut-être que la famille en sait plus que ce qu'ils veulent le dire. L'enquête démarre avec cette première question cruciale. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois? Des chiens à l'odorat exceptionnel sont déployés dans le hameau pour tenter de retracer le trajet qu'aurait pu emprunter le petit garçon à partir de la maison de ses grands-parents. Soit il est parti à droite vers une cabane construite avec ses oncles et tantes qu'il adorait, soit il est descendu à gauche vers le centre du Haut-Vernay, ce que confirment deux témoins, d'abord un adolescent du village. Quoi qu'il en soit, des ossements qui sont les siens ont été retrouvés et ceci nous mènera certainement à des conclusions qui pourront terminer cette enquête bien plus vite que nous le pensons.
Au fil des épisodes Murders Explained, nous avons déjà exploré pas mal de relations amoureuses qui ont mal terminé. Vous allez voir que la vidéo du jour a certainement été une des vidéos les plus difficiles à écrire concernant une histoire amoureuse qui tourne mal. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, vous allez avoir pas mal d'informations à l'intérieur de cette vidéo en écoutant les détails. Je vous laisse donc être super attentif à cette histoire pour laquelle je vais devoir rester beaucoup sur mes notes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Vous l'avez entendu, aujourd'hui nous allons parler d'une horrible histoire d'un mariage qui a très mal tourné. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans cette affaire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et moi je vous retrouve juste après le générique. Je commence par vous présenter Larissa Foreman. Elle est née le 1er janvier 1960 et elle a grandi dans le Missouri dans une ferme à Clarence. Elle a ensuite fréquenté une université, celle du Missouri, où elle a étudié la biochimie. Et d'ailleurs, pendant ses études, elle travaillait comme assistante dans un hôpital à Columbia où elle rencontra un homme, Timothy Schuster. Timothy et Larissa se sont très vite entendus, ils se sont d'ailleurs unis et se sont même mariés en 82. En 1985, ils ont une fille, Christine, et 4 ans plus tard, en 1989, ils déménagent en Californie parce qu'en fait, ils ont réussi à vraiment améliorer leur train de vie. Par conséquent, ils ont pu partir. En Californie, après ses études, Larissa accepte un emploi de biochimiste dans un laboratoire de recherche. Tim, lui, a accepté un emploi de gestion au département de cardiologie dans le Fresno St. Agnes Medical Center. Une fois qu'ils s'installent et qu'ils ont chacun un travail et aussi une petite fille, ils accueillent leur second enfant, Tyler, en 1990. 7 ans plus tard, en 1997, Larissa commence à se poser des questions par rapport à son emploi. Elle se rend compte que le laboratoire où elle exerce est enclin à une crise. Elle voit que les choses vont mal et que rien ne semble s'arranger. Donc elle décide de ne pas prendre de risques et d'ouvrir sa propre société, son propre laboratoire, le CCRL, qui veut donc dire Central California Research Lab. La famille continue de devenir de plus en plus à succès, ils ont de plus en plus d'argent, donc ils déménagent dans une maison beaucoup plus grande, toujours en Californie, mais cette fois-ci à Clovis. Et ça, c'était pendant l'an 2000. D'après les chiffres que j'ai pu trouver, en 2001, elle gagnait le double du salaire annuel de son mari. Larissa était quelqu'un de très occupé dans son travail. Elle passait tout son temps dans son laboratoire, elle faisait des recherches, elle faisait en sorte de améliorer le train de vie de la famille. Et Tim, lui, donc il travaillait un petit peu moins. Donc c'était plutôt lui qui était en charge du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la nourriture, en charge du ménage. Larissa avait des normes de vie et des attentes, que ce soit par rapport à la famille, mais également par rapport à son travail, qui en fait n'allait pas vraiment avec ce que Tim pouvait proposer. Et donc plus le temps passait, plus elle était énervée contre lui. Elle trouvait que ce qu'il faisait n'était jamais assez et elle trouvait qu'il n'était jamais bon à ses tâches. En plus de ça, l'adolescence arrive pour les enfants, premièrement Christine, et elle se rebelle. C'est quelque chose que Larissa n'a pas du tout accepté, donc elle l'a envoyée vivre avec ses propres parents. Elle n'avait pas consulté son mari lorsqu'elle a envoyé Christine dans le Missouri, donc ça a créé une sorte de fossé entre les deux, et j'ai envie de dire que c'est normal. Le temps passe, Tim et Larissa s'éloignent de plus en plus, et on peut sentir un divorce arriver. Et d'ailleurs, à ce moment-là, une fois que toute l'affaire a éclaté, on se rendait compte que Larissa
Larissa trouvait ou du moins cherchait un moyen de sortir Tim de sa vie. 2002, mois de février, Larissa demande le divorce et dit à Tim de partir de la maison. Tim a refusé. Il a engagé un avocat, il a voulu se battre pour la garde de leur fils Tyler et aussi pour la séparation de biens. Malheureusement, en juillet 2002, Larissa a réussi à avoir la garde principale de Tyler et donc lui a pu rester dans la maison. Et elle-même aussi du coup. Donc Tim a dû quitter la maison le 4 juillet 2002. Une fois, Larissa était à l'extérieur de la maison et Tim est revenu et il a décidé de prendre ce qui, selon lui, étaient ses affaires, toutes les choses qui, apparemment, lui auraient appartenu. Et quand Larissa est rentrée de son voyage, elle a trouvé la maison totalement vide et elle était furieuse. Le temps continue de passer. Un mois plus tard, au mois d'août, Larissa se rend compte que s'occuper d'un enfant, Tyler, c'est assez compliqué parce que il reste jeune et que c'est Tim qui avait l'habitude de s'occuper des enfants. Donc, elle savait pas vraiment comment faire. Elle a donc demandé de l'aide à un jeune homme de 21 ans, son assistant technicien au laboratoire, James Fagon. James va être un personnage très important dans cette affaire. Apparemment, James était quelqu'un d'assez passif, d'assez timide, donc Larissa a pu très rapidement et très facilement le manipuler pour arriver à ses fins. Elle était toujours en colère contre le fait que Tim ait pris des affaires dans la maison, donc Larissa a demandé à James de l'aider à entrer à son tour par effraction dans l'endroit où Tim habitait afin de récupérer les affaires. Le 10 août 2022, le duo Larissa et James vont sur la propriété de Tim, lui il n'était pas là, et il récupère les objets, plus il saccage toute la propriété. Donc on se rend déjà compte que Larissa n'était pas forcément là que pour récupérer ses affaires. Larissa a expliqué qu'elle était super fière d'elle d'avoir pu commettre ce vol, d'avoir pu entrer par effraction chez son mari, enfin c'est son ex-mari du coup, et que ça lui procurait en fait un sentiment mieux que faire l'amour, que c'était vraiment quelque chose qu'elle avait envie de refaire finalement. Elle en avait d'ailleurs parlé à son amie Terry Lopez en disant que ça avait procuré un sentiment mieux que le sexe. Elle pouvait en fait aller sur cette propriété, s'asseoir sur une chaise et se rendre compte qu'elle avait réussi à entrer chez lui. Tim revient de son voyage, il sait exactement qui a fait ça, mais il s'est dit, tu sais quoi, je vais pas forcément aller porter plainte, je vais pas faire en sorte de faire ébruiter toute cette histoire. Lui, il voulait juste passer à autre chose. Il voulait juste retrouver sa vie et tout simplement passer à autre chose de cette relation qui s'est très mal terminée. Malheureusement, Tim commençait à vivre des choses de plus en plus compliquées. Il a perdu son emploi et d'ailleurs Marie, qui était sa petite amie du moment, travaillait avec lui et avait aussi perdu son emploi. C'était le 9 juillet et Larissa, lorsqu'elle a appris ça, elle s'est évidemment moquée d'eux. Le lendemain d'ailleurs, le 10 juillet, Tim devait aller déjeuner avec Marie et il ne s'est pas montré au déjeuner. Donc Marie, elle a été assez inquiète, mais elle s'est dit que peut-être il y avait un empêchement, sauf qu'elle a essayé de l'appeler, il ne répondait pas, donc elle se disait « Attends, c'est vraiment bizarre, on avait rendez-vous, il n'y a aucune raison qu'il n'appelle pas et qu'il ne prévienne pas. » Marie a donc contacté une amie en commun qu'ils avaient, Vic, pour que cette personne puisse aller voir dans la maison de Tim si tout allait bien. Donc la personne va toquer, Tim ne répond pas, on est toujours très inquiet, mais on se dit « Attends, on va regarder un petit peu la journée qui passe. » Et le problème, c'est que le soir, Tim devait aller chercher Tyler et il ne s'est jamais montré. À partir de là, on s'est dit que ouais, c'est très inquiétant. Donc un petit peu plus tard, dans l'après-midi, les amis de Tim ont contacté la police et une recherche a commencé. Tim a été officiellement porté disparu et la police a tout de suite posé des questions aux proches de Tim. Ils ont donc découvert assez rapidement qu'il y avait un divorce qui était en cours, donc ils ont demandé à Larissa de venir au poste de police, totalement normal. Au cours de son interrogatoire, Larissa a dit que Tim et elle n'arrivaient plus à parler et qu'ils passaient des fois 3 semaines sans s'adresser un mot. Elle a aussi dit que le dernier message qu'elle a reçu de lui était le mardi 8 juillet et il disait qu'il prévoyait de venir chercher Tyler à 18h 2 jours après, le jeudi 10. Elle a aussi dit qu'elle l'avait rappelé vers 20h30 et qu'elle lui avait laissé un message lui demandant d'appeler le soir du 9 juillet une fois qu'elle avait appris qu'il avait perdu son emploi parce qu'elle était inquiète pour lui, elle voulait un petit peu savoir comment est-ce que ça se passait. Je vous rappelle que la vérité est qu'elle s'est moquée de lui.
Elle a aussi dit qu'elle est passée devant sa maison, qu'elle a frappé chez lui vers 22h30 ou 22h45 et après elle n'aurait jamais essayé de le recontacter. La police a su que c'était un mensonge parce qu'ils ont fouillé les relevés de téléphone de Timothy et ils se sont rendus compte qu'elle a bel et bien appelé à 2h02 du matin le 10 juillet sans prévenir personne, sans rien dire et la police a dit bizarre qu'elle nous en parle pas. Donc la police a confronté Larissa avec cette nouvelle information. Elle a dit que peut-être elle l'a appelé accidentellement parce qu'il aurait été sur un raccourci de son téléphone. Donc vous savez, on pouvait à l'époque sur les téléphones avec des touches mettre un bouton comme raccourci d'appel. C'est peut-être ce qu'elle avait fait par rapport à Tim et c'est ce qu'elle a dit à la police. Donc la police lui a demandé est-ce que tu peux montrer ton téléphone et nous montrer si vraiment il est sur une touche d'appel rapide. Larissa a refusé et elle a dit qu'elle avait pas son téléphone sur elle. À la fin de l'interrogatoire, Larissa sort donc du poste de police, elle va dans sa voiture et les enquêteurs l'ont suivie. Ils ont vu qu'elle avait son téléphone, donc là ils lui reposent la question, est-ce que tu peux donc appuyer sur la touche rapide qui appelle Timothy, et ils se sont vite rendus compte que cette touche n'existait pas. Tout ceci commence à devenir très suspect, mais croyez-moi, vous êtes loin de savoir ce qu'elle a osé faire. Elle se rend donc compte que la police ne croit pas du tout un mot de ce qu'elle raconte et elle a dû changer son histoire. Elle a dit qu'elle avait appelé la maison de Tim parce qu'elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème concernant le fait qu'ils viennent chercher Tyler et qu'il soit là vraiment à temps parce qu'elle devait partir en voyage le lendemain. Elle a dit qu'elle a fait une erreur en ne le disant pas au détective, mais elle assure qu'elle n'a jamais blessé son ex-mari et que surtout en fait elle voulait juste avoir des nouvelles. Les détectives n'avaient rien de plus contre elle, donc ils ont dû la laisser retourner chez elle. Le lendemain, nous sommes le 12 juillet et Larissa devient très nerveuse. Elle va d'ailleurs se confier à une amie à elle, Tammy, et elle a dit à Tammy qu'elle pensait que la police savait quelque chose sur elle ou du moins qu'ils avaient des soupçons sur le fait que Larissa aurait pu faire du mal à Tim. Tammy a dit à Larissa que si c'était le cas, ils allaient probablement très rapidement avoir un mandat de perquisition et commencer à fouiller chez elle, ses affaires et son lieu de travail. Larissa a été prise de panique. Elle a dit à Tammy, Tyler sort à telle heure de tel endroit, il faut que tu ailles le chercher. Moi, il faut que j'aille gérer plein de choses. Donc Tammy est restée là tranquillement et on a vu juste Larissa partir à son bureau pendant des heures. Le lendemain matin, Larissa et Tyler sont partis en voyage. Pendant ce temps, Tammy est allée au bureau et elle a parlé à un autre des collègues. Il s'agit d'une femme, une personne nommée Leslie. Leslie a dit à Tammy qu'elle avait travaillé ce samedi lorsqu'elle a vu Larissa venir dans le laboratoire. Larissa aurait demandé à Leslie de louer un camion, mais pas au nom de Larissa, au nom de Leslie. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle a dit OK. Leslie a dit que quand Larissa est revenue, elle était extrêmement sale, elle avait du sang sur elle, elle sentait pas bon et elle avait des éraflures. Tammy savait que c'était quelque chose d'étrange. Elle a donc contacté la police. Amie ou non, la justice passe avant. Quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'après le premier interrogatoire avec Larissa, il y a un nom qui n'arrêtait pas de ressortir. Celui de James. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il était super important. James a donc été interrogé par la police et lors de son premier interrogatoire, il a admis que Larissa et lui étaient entrés par effraction dans la maison de Tim, donc il y a un an, pour voler des affaires, enfin du moins pour récupérer les affaires que Tim aurait volées. Ils ont trouvé ça suspect, les policiers, mais vu qu'ils avaient aucune autre explication et qu'ils ne savaient pas où Tim se trouvait, ils ont laissé partir James. Cependant, le 14 juillet, les enquêteurs ont donc reçu des informations très suspectes de Leslie et Tammy, à savoir que Larissa avait une unité de stockage dans son laboratoire qui était enregistrée à son nom. Enfin, je dis dans son laboratoire, mais si mes informations sont exactes, c'est plutôt à quelques kilomètres de l'endroit où le laboratoire est. Et Larissa avait justement dit à Leslie que cet endroit servait à cacher des choses qu'elle ne voulait pas montrer à Tim, des choses qu'elle voulait garder pour elle. Immédiatement, quand la police a eu cette information, plus le fait que, effectivement, elle a été rentrée par effraction chez son ex-mari, ils sont allés fouiller cette unité de stockage. Je cite, à l'intérieur, ils ont trouvé un baril bleu. Ils ont immédiatement su d'où venait une odeur écrasante de chair en décomposition. À l'intérieur de ce baril, on a pu retrouver les restes partiels de Tim Schuster flottant dans un liquide. Et ce liquide a été identifié comme un mélange d'acide chlorhydrique et de restes liquéfiés d'hommes. Avec les parties qui restaient du corps de Tim, on a pu faire une autopsie et on a trouvé la présence d'un autre produit, du chloroforme, et on pouvait pas savoir en fait si Tim était vivant dans le baril, oui ou non. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il est mort
à ce moment. Le 15 juillet, la police se rend dans le Missouri parce qu'ils savaient que Larissa allait bientôt atterrir. Ils ont également été chercher James Fagon pour l'interroger et cette fois-ci, James a avoué beaucoup plus de choses. À partir de là, je cite vraiment mes notes pour ne pas mélanger les informations. James a donc dit que Larissa et lui-même étaient responsables de la disparition et du meurtre de Tim. Il a dit que la nuit du 9 juillet 2003, Larissa et lui ont dit qu'ils allaient donner une leçon à Tim. Ils sont donc allés chez Tim avec un taser et du chloroforme, quelque chose qui a donc été retrouvé dans l'autopsie. Pour que Tim ouvre sa porte, Larissa a donc appelé à 2h02 du matin, rappelez-vous, en disant que Tyler, le fils, était malade. Tim ouvre la porte et les deux ont utilisé le chloroforme et le taser pour l'immobiliser et ensuite ils l'ont mis dans le camion qui était à James et ils l'ont conduit chez Larissa. Une fois qu'ils étaient chez Larissa, ils ont mis Tim toujours vivant et inconscient dans un baril bleu qui était énorme, la tête la première. James a dit qu'ensuite Larissa a attravé des bouteilles en verre et qu'il a versé l'intérieur de ces bouteilles sur le corps de Tim. James est catégorique, il n'y avait pas de plan de base pour assassiner Tim, il voulait juste apparemment lui donner une leçon, mais la police savait que c'était pas le cas et que le plan était peut-être de tuer Tim. Ils ont donc arrêté James et ils l'ont accusé de meurtre au premier degré. Le lendemain, le 16 juillet, la police a donc attendu Larissa à l'aéroport du Missouri. Dès lors où elle est descendue de l'avion, ils l'ont arrêtée et ils l'ont transportée en Californie. Et là-bas, elle a également été accusée de meurtre au premier degré. Malgré l'arrestation, Larissa refusait de parler, elle voulait un avocat et de cette manière, on aurait pu faire en sorte d'avoir des éléments qui auraient pu aider Larissa. James, lui, a dit aux enquêteurs qu'il avait abandonné le taser à l'extérieur de la ville. Ils ont réussi d'ailleurs à le retrouver. Ils ont également trouvé une bouteille en verre vide dans la chambre de James et ils ont pu confirmer qu'il y avait de base du chloroforme à l'intérieur, ce qui a donc été utilisé sur Tim. Au laboratoire de Larissa, ils ont également trouvé plusieurs preuves, dont des dossiers et des ordinateurs qui ont été fouillés. Ils ont trouvé 6 bouteilles d'acide vide dans une benne à ordures et l'analyse médico-légale a montré que le 13 juin, des recherches sur internet ont été effectuées comportant les termes tissus de digestion acide, tissus animaux de digestion acide et acide sulfurique. Ils ont également retrouvé de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. On a aussi vu que Larissa avait donc commandé un baril le 30 avril et qu'il avait été envoyé à sa société. Ce qui est assez bizarre étant donné que la société et le laboratoire n'utilisaient pas du tout le même type de baril. Et surtout, quand on interrogeait un petit peu le voisinage, les amis, etc. de Larissa, on se rendait compte qu'elle disait quand même à plusieurs reprises qu'elle chercherait un moyen un jour de se débarrasser de Tim, que aussi elle avait cherché quelqu'un qui pourrait justement s'occuper de ce genre de tâches, se débarrasser de quelqu'un, donc c'était de plus en plus étrange. James Fagon a été accusé de meurtre et d'enlèvement au premier degré. On a supposé avec un accord de plaidoyer que James en fait avait certainement été manipulé par Larissa. Il a été jugé en novembre 2006. Sa défense était que Larissa était le cerveau du meurtre de Tim et que lui était un complice qui aurait tout fait sous la contrainte. D'ailleurs, on a appris qu'on lui aurait proposé 2000 $ afin qu'il puisse tuer Tim Shuster. Selon tous les témoins qui sont venus, Larissa était un petit peu tyrannique, elle était une personne assez contrôlante. Les jurés ont montré la vidéo de l'interrogatoire de James et on pouvait entendre « J'ai tenu le baril pour elle, je l'ai mis dedans. J'ai versé toute la solution et elle ne pouvait pas supporter ça. Alors elle a dit « mets le couvercle ». Je l'ai donc aidé à mettre le couvercle et je l'ai mis dans le hangar. James a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et malgré les plaidoyers des jurés pour la clémence, il a été condamné à la prison à vie. Le procès pour Larissa a commencé le 22 octobre 2007, plus de 4 ans après son accusation. Son procès a dû être déplacé de Clovis en Californie à Los Angeles parce qu'il y avait vraiment une grosse couverture médiatique autour d'elle, on l'appelait la Acid Lady. Elle a donc eu un déplacement de procès et James n'était pas sur la liste des témoins parce qu'on avait peur qu'il justement entrave son accusation. Les procureurs ont absolument tout retracé, le fait qu'elle avait beaucoup trop d'acide dans son laboratoire que ce qui était nécessaire, aussi les appels téléphoniques passés à 2h du matin, on a vraiment essayé d'appuyer en fait la confession de James pour pouvoir incriminer Larissa et montrer qu'elle était vraiment reliée au meurtre.
L'avocat de Larissa, lui, a parlé d'une série de mauvais choix, de mauvaises décisions, et elle a dit qu'elle n'était absolument pas responsable de ce crime. Elle a dit qu'après son premier interrogatoire, James était là, il devait garder son fils, et c'est lui qui aurait dit qu'il a tué Tim. Je cite, « Je l'ai entendu dire quelque chose comme « il y avait eu un accident, et Tim est mort. Je pensais qu'il plaisantait. » Apparemment, Larissa aurait aidé Tim à se débarrasser du corps de la manière dont elle pouvait, c'est-à-dire dans un baril, avec de l'acide, etc., pour ne pas qu'elle soit justement mêlée à ça et aussi pour protéger James. Elle dit « C'est quelque chose que j'ai fait dont j'ai vraiment honte. Vous devez vous rendre compte que c'est quelque chose, c'est vraiment juste le résultat d'une grosse accumulation de mauvais choix. » Le 12 décembre 2007, on se rend donc compte que son témoignage n'a absolument pas touché le jury. Elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré avec la circonstance particulière d'un gain financier. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'elle aurait proposé $2000 à James. Le 16 mai 2008, la condamnation a eu lieu et la mère de Tim est venue. Elle a dit « Je ne peux même pas imaginer ses dernières heures et la douleur qu'il a dû subir, comme j'aurais aimé être là pour l'aider avec sa douleur. » Parce qu'effectivement, je ne sais pas si on se rend compte, mais du coup, il n'a pas été mis décédé dans le baril avec l'acide et tout. Il a été inconscient, il était vivant et je pense qu'à un moment, il s'est réveillé et il a souffert en fait de la situation comme jamais. Son corps était absolument décomposé, il était rongé par les molécules et par tout ce qu'il y avait et je ne sais pas si on arrive à se rendre compte à quel point ce meurtre a été fait d'une atrocité dégoûtante. Larissa a été condamnée à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle et elle a été condamnée à payer les frais d'inhumation de Tim. Elle a été logée pendant un certain temps à la prison pour femmes de Valley State à Chowchilla en Californie, mais à partir de 2022, elle a été incarcérée dans un établissement pour femmes de Californie centrale. Larissa se bat actuellement pour être libérée et dans une lettre qu'elle a envoyée de prison, elle a dit « La prison est un endroit temporaire pour moi. J'ai dû apprendre à tirer le meilleur parti de chaque jour. J'ai tellement appris sur moi ici que je suis reconnaissante d'une manière que j'ai eu l'occasion de m'explorer d'une manière que je n'aurais jamais pu avant. Au moins maintenant, je comprends mieux ce qui m'est arrivé pour prendre les horribles décisions que j'ai prises. » J'espère sincèrement que Larissa ne sera jamais libérée parce que comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce crime a été un des plus horribles pour moi à traiter. Lors de l'année 2003, Kimberly Katz, accompagnée de son mari David, ont déménagé dans la ville de Mount Vernon dans le New Hampshire, située dans l'État de la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Le couple était très soucieux de leur sécurité. L'une des premières choses qu'ils ont fait en arrivant dans leur nouvelle maison était d'ailleurs d'installer un système d'alarme. Les époux ayant une adorable et jeune petite fille âgée de 5 ans du nom de Jamie, ils préféraient ne prendre aucun risque et faire tout leur possible pour protéger leur enfant. D'autant que Kimberly Katz était une infirmière pédiatrique, ce qui comprenait bien sûr des horaires de travail de nuit, parfois, et elle était consciente qu'en rentrant tard dans la nuit, possiblement, elle pouvait attirer des prédateurs prêts à s'en prendre à sa famille. On n'est jamais trop prudent. Après presque une année de vie paisible dans leur nouveau quartier sans craindre que le crime ne fasse irruption dans leur vie, le couple était un peu moins sur leur garde et se sont laissés croire que rien de mal ne s'était jamais passé dans leur quartier, qu'ils étaient ici en sécurité et que rien ne pouvait venir briser le calme qui les envahissait. Toutefois, si ce calme est resté présent durant presque 6 années de calme, de vie paisible, soudainement, tout ceci a été brisé tôt le matin du 4 octobre 2009. Alors que David était absent pour affaires, la menace de violence que la famille Katz pensait avoir laissée derrière elle dans la grande ville a finalement frappé à leur porte, avec des résultats plus que dévastateurs. Vers 3 heures du matin, Kimberly avait été réveillée par une lumière qui brillait sur son visage, en plein sur ses yeux. Pensant naturellement que sa fille avait besoin d'elle, elle s'était assise dans son lit, encore endormie, et avait demandé « Jamie, c'est toi ?» Ces questions étaient reçues par une série de coups, mais pas des coups à main nue, ni de n'importe quelle arme. Ils provenaient d'une machette. Au total, c'est 36 coups de machette qui ont été donnés à la mère de famille, mais ce n'est pas tout, puisqu'elle a également été poignardée à de nombreuses reprises au cou et au torse par un deuxième assaillant. Alertée par les cris de sa mère, Jamie, âgée de 11 ans, qui était profondément endormie dans le même lit que sa mère dû à l'absence de son père,
s'est levé et a tenté de courir pour fuir cette scène épouvantable. Malheureusement, sa course pour sa vie a été interrompue par un autre intrus brandissant un couteau et qui a commencé à la poignarder 18 fois dans la poitrine, les bras, les jambes et le dos. À un moment donné, à bout de souffle et sous les coups de l'homme, elle était tombée dans les bras de son agresseur, l'incitant à la jeter de l'autre côté de la pièce dans une porte vitrée. En supposant que leurs 2 victimes soient mortes, les tueurs avaient passé les minutes suivantes à chercher des objets de valeur et après avoir volé plusieurs bijoux, ils se sont simplement enfuis dans la nuit. Lorsque la jeune Jamie, dans un piteux état et qui s'était allongée parfaitement immobile alors que les agresseurs volaient des objets de valeur, était sûre et certaine que les hommes avaient enfin quitté sa maison, elle a rampé dans la cuisine et a composé le 911. Après avoir dit au répartiteur d'une voix en murmurant tant elle était à bout de souffle que quelqu'un venait tuer sa mère, elle s'est effondrée sur le sol. C'est vers 4 heures ce matin-là que les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux du drame. L'officier qui a trouvé Jamie a retrouvé la petite de 11 ans complètement couverte de sang. Une partie de son pied gauche était manquante, elle avait subi de nombreuses blessures, y compris une fracture de la mâchoire et une lacération profonde dans sa gorge. Malgré son état désastreux, miraculeusement, elle était encore consciente et remarquablement lucide. Durant le même temps, dans la chambre à coucher, des ambulanciers paramédicaux ont découvert le corps brutalisé de sa mère, la pauvre Kimberly. Après avoir confirmé qu'elle n'avait pas survécu à l'attaque d'une violence inouïe, un appel a été passé au coroner du comté pour le prévenir d'une affaire comprenant un homicide. Une autopsie du corps de la mère de famille a démontré que les 36 coups de machette qu'elle avait subis avaient détruit une grande partie de son corps. Son crâne avait presque été divisé en 2, de quoi montrer la violence de ce crime. Il était clair que celui qui était derrière le meurtre avait agi sans aucune retenue, assassinant la femme impuissante dans son propre lit. Le médecin légiste a estimé que bien que les blessures aient causé des dommages irréparables, aucune n'avait été mortelle. Kimberly s'est surtout vidée de son sang, ce qui l'a conduit jusqu'à la mort, ce qui est encore plus horrible étant donné que le médecin légiste pense qu'elle avait probablement été éveillée et consciente de ce qui lui arrivait pendant une grande partie de l'attaque. Alors que les enquêteurs parcouraient la scène du crime, de l'autre côté de la ville, Steven Spader, un adolescent de 17 ans, et Christopher Grimble, âgé de 19 ans, se sont présentés chez leur ami commun, Houghton Savoy, peu avant le lever du soleil. Après lui avoir dit avec enthousiasme qu'il venait de tuer 2 personnes, ils lui ont demandé son aide pour se débarrasser des preuves. Pas du tout surpris par la requête de ses amis, puisqu'il lui avait demandé à l'avance de participer à ce désastre dont il avait refusé de participer, Houghton a malgré tout accepté de donner un coup de main pour se débarrasser des preuves. De ce fait, à 5h30, le trio a rassemblé les vêtements sanglants qui avaient été portés pendant les meurtres, ainsi que les biens volés qu'ils ont décidé qu'ils ne valaient pas la peine d'être vendus et les ont jetés dans la rivière Nashua. Croyant qu'ils étaient à présent libres sans risque d'être arrêtés ni même soupçonnés, Steven et Christopher sont ensuite rentrés chez eux, chacun de leur côté, dans leurs logements respectifs, afin de se reposer un petit peu, après avoir commis des atrocités sans nom pour quelques malheureux dollars. Au réveil, Christopher Grimble s'était rendu dans un prêteur sur gage pour décharger les bijoux en or de Kimberly, et l'ensemble du lot avait rapporté un ridicule montant de $130, ce qui a permis de faire valoir que le meurtre était la principale motivation des meurtriers, le motif ultime des auteurs, plutôt que le gain financier. Plus tard dans l'après-midi, le duo de criminels avait rendu visite à la maison d'un autre ami, un jeune homme nommé Kyle Fenton. Alors qu'ils se vantaient de manière très bruyante du double meurtre qu'ils avaient commis sans accrochage, ils ne savaient pas que la mère de leur copain pouvait entendre chaque mot qu'il disait. Rapidement, la mère de Kyle Fenton a appelé la police pour dénoncer les 2 amis de son fils. Pour elle, il était hors de question de savoir ça sans ne rien dire. Il s'est avéré que Steven et Christopher avaient fait le tour de leur ami toute la matinée pour se vanter de ces meurtres. Au lieu d'être impressionnés par le fait que ces 2 guignols avaient tué une femme et sa fille, plusieurs des amis et connaissances étaient stupéfaits par leur dire et avaient signalé ces derniers aux autorités. Avant la fin de la journée, le duo de criminels était tous 2 en détention. Mais en plus des 2 acteurs principaux, leurs complices,
William Marks, âgé de 18 ans, et Quincy Glover, âgé de 17 ans, ont également été arrêtés et amenés pour être interrogés. Après avoir lu ses droits, Christopher a été interrogé sur son implication dans les meurtres durant un interrogatoire filmé. Apparemment non dérangé par sa situation actuelle, le suspect avait assuré au détective que sa connaissance du crime était limitée à ce qu'il avait vu aux nouvelles de 6 heures ce matin-là. Le jeune homme s'est décrit comme un gentleman dont la chevalerie ne lui permettrait jamais de faire du mal à une femme. Il a ensuite affirmé qu'il était consterné par l'idée que n'importe qui pouvait infliger une telle violence à un autre être humain, en particulier à une fille de 11 ans. Lorsqu'il a été informé que Jamie avait miraculeusement survécu et serait complètement en mesure d'identifier son assaillant, il a même agi comme s'il était ravi de la nouvelle, espérant que cette dernière puisse effectivement reconnaître les coupables. Même après avoir appris qu'il avait été dénoncé par ses propres complices, Christopher a refusé d'avouer quoi que ce soit. Déterminé à s'en tirer sans conséquence pour ses crimes odieux, il était hors de question pour lui que d'avouer être responsable d'un tel crime. Après avoir proclamé à plusieurs reprises son innocence, Christopher Grimble a finalement mis fin à cet interrogatoire. Conformément à la loi, les détectives avaient éteint le magnétophone et avaient quitté la pièce. Le suspect, qui n'a fait aucune tentative pour partir, est resté dans la salle d'interrogatoire, seul avec ses pensées. Un peu plus tard, le jeune homme a rappelé l'un des détectives, avec qui il avait établi un rapport de confiance pour qu'il se rende dans la pièce. Apparemment par curiosité, il avait demandé si le meurtre de Kimberly justifierait la peine de mort. Le détective ne pouvait pas le dire avec certitude, après tout, il n'était pas le juge, ni les jurés qui allaient juger cette affaire, mais il a indiqué que l'État du New Hampshire avait des exigences très strictes pour une peine aussi extrême, et il ne croyait pas que cette affaire méritait d'aller jusque-là. Christopher s'était ensuite renseigné sur les peines de prison possibles qui seraient prononcées si les tueurs étaient reconnus coupables. Et après avoir réfléchi à toutes ces options, il a dit au détective de rallumer le magnétophone. Le jeune homme était enfin prêt à révéler ce qu'il savait. Avant de poursuivre, évidemment, les enquêteurs avaient fait un point d'honneur de demander à ce dernier de répéter sa demande de parler du dossier, et il a également été informé que son droit de se taire s'appliquait toujours. Après avoir affirmé qu'il agissait de son propre gré, il a donné un compte-rendu détaillé des événements qui avaient eu lieu moins de 24 heures plus tôt. Selon Christopher, son meilleur ami, Steven Spader, avait orchestré les meurtres, et lui ne faisait que suivre le mouvement. Dans les jours qui ont précédé le crime, Steven et William Marks avaient repéré des lieux, à la recherche d'une propriété isolée, n'ayant pas de voisins assez proches pour entendre le cri des victimes. Ils avaient malheureusement trouvé exactement ce qu'ils cherchaient à la résidence des Katz. Christopher a insisté sur le fait qu'aucun d'entre eux ne savait qui vivait dans la maison et que d'ailleurs, honnêtement, ils s'en foutaient complètement. Leur plan était de tuer tout le monde et de voler, tant qu'à faire, tout ce qu'ils pensaient pouvoir vendre pour se faire quelques malheureux dollars, je vous le rappelle, $130. En arrivant à la maison dans la nuit noire, les 4 assaillants, Christopher Grimble, Steven Spader, William Marks et Quinn Clover, ont trouvé l'endroit fermé. Comme William était de petite taille et mince, ils ont décidé que ce serait lui qui allait se faufiler par une étroite fenêtre du sous-sol afin de pouvoir laisser les autres entrer par une porte à l'étage. Bien qu'il ait réussi à entrer dans le logement, une fois à l'intérieur, William a découvert qu'il ne pouvait pas du tout sortir du sous-sol. Passant au plan B, les autres ont retiré un climatiseur de fenêtre et ont grimpé à travers l'espace béant qu'il occupait. Ils avaient alors déverrouillé la porte du sous-sol, permettant à William de les rejoindre, et à ce moment-là, ils étaient sur la propriété depuis déjà plus d'une demi-heure. Après avoir désactivé les lumières via la boîte de disjoncteur, le quatuor était allé d'une pièce à l'autre, utilisant les lumières de leur téléphone portable pour s'éclairer dans la pénombre. Après avoir fait quelques pièces, c'est dans la chambre principale qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors que Steven et Christopher déclenchaient une attaque frénétique contre la mère et la fille sans défense, William regardait depuis la porte le carnage qui se déroulait sous ses yeux. Quinn Clover, de son côté, était incapable de supporter la scène macabre et a choisi de se retirer dans le salon jusqu'à ce que le crime soit terminé. Tout au long de sa confession,
Christopher a maintenu un ton monotone, sans aucune émotion. Sa voix laissait transparaître aucun regret, aucun remords, ni même de compassion pour ses victimes. Il a parlé des gargouillements venant de la pauvre Kimberly alors qu'elle se faisait froidement assassiner, gargouillements qui l'avaient incité à la poignarder dans la gorge. Le jeune homme a également déploré le fait qu'il ne s'était pas assuré que Jamie soit morte, une confession insoutenable pour les officiers en charge de son interrogatoire. Christopher a affirmé que ce n'était pas à cause de sa cruauté innée qu'il regrettait qu'elle soit encore en vie, mais plutôt parce qu'il pensait que ça lui aurait épargné la douleur de vivre une vie sans sa mère et une vie sans toutes ces cicatrices dont elle allait devoir vivre avec. Tiens donc. Alors que ce dernier racontait sa version des événements, Steven Spader était de l'autre côté de la salle à raconter sa version à un autre agent de police. Si lui aussi avait commencé à jurer de son innocence, après avoir appris que ses copains racontaient une histoire bien différente de la sienne, il a rapidement choisi de dire la vérité, ou du moins sa vérité. Sans même se sentir honteux de ses actions, il avait raconté son histoire avec un sentiment d'accomplissement que seuls ceux qui tuent avec facilité sont capables de comprendre. En décrivant les événements de la nuit précédente, Steven a raconté comment la petite fille avait crié et lutté avec Christopher alors qu'il s'occupait de la mère. Il s'est avéré, après une enquête plus approfondie sur les coupables, que Steven avait été une bombe à retardement depuis la seconde où il est sorti du ventre de sa mère, qui était une toxicomane. Bien qu'il ait été adopté à l'âge de 5 ans par une famille aimante qui lui avait donné le monde entier et plus encore, il était simplement une mauvaise personne. Peu importe l'amour, l'éducation et l'affection qu'il avait pu recevoir durant son enfance par ses parents adoptifs, rien n'a pu l'aider à devenir une bonne personne. Sa mère adoptive se souvient pourtant qu'il avait été un enfant modèle, jusqu'à ce qu'il atteigne le collège quand, apparemment du jour au lendemain, il s'est transformé en un monstre qu'elle ne reconnaissait plus comme son fils. Son enfant de rêve s'est transformé en son pire cauchemar. Dans l'espoir de le sauver de lui-même, ses parents l'avaient retiré de l'école publique et l'avaient inscrit dans un établissement privé. Déterminé à choisir sa propre voie, Steven, qui était impliqué depuis longtemps dans la drogue, a abandonné l'école. Pas tout à fait prêt à abandonner leur fils, ses parents l'ont envoyé voir un thérapeute, dans un ultime espoir que ça puisse l'aider à aller mieux et choisir le bon chemin. Mais cette décision n'a rien fait pour modifier sa spirale descendante. Alors qu'il gardait sa famille à distance, Steven s'est créé sa bulle par l'intermédiaire d'un groupe de parias de la société qui avait désespérément besoin d'un leader. Contre toute attente, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans l'ancien tyran de l'école qui se vantait ouvertement de son désir de tuer des inconnus pour le plaisir pur et simple de les voir mourir sous ses yeux. Cette bande de mécréants, que Steven a surnommé les disciples de la destruction, se composait donc de Christopher, William et Quinn, avec lui-même en tant que leader. Les 3 disciples de Steven avaient juré d'accomplir toutes les instructions de ce dernier sous peine d'être à jamais évincés de cette fraternité. Dans le cadre de leur initiation au groupe, les adolescents ont dû accepter de participer à une invasion de domicile. Non seulement il leur était demandé de voler et de piller cette fameuse maison, mais aussi de tuer tous les occupants, qu'ils soient des hommes, des femmes, des enfants, voire même des bébés. De manière choquante, aucun d'entre eux n'avait pris en compte le fait de prendre des vies innocentes sur les simples ordres de Steven. Compte tenu de leur admiration mutuelle pour les meurtriers de masse et les tueurs en série, qu'ils considéraient comme des héros populaires à imiter, peut-être que leur volonté de prendre la vie des autres n'était, finalement, peut-être pas si surprenante. Bien que Christopher ait hésité à admettre sa culpabilité, du moins au début, Steven n'a partagé aucun scrupule. Il a finalement avoué son rôle dans le meurtre de Kimberly Katz et la tentative de meurtre de sa fille Jamie. Plutôt que de montrer des remords, il avait été contrarié par lui-même d'avoir commis l'erreur de choisir des complices dont l'incompétence a laissé derrière lui un témoin vivant ayant conduit à leur capture sans même prendre en compte que le fait d'avoir eux-mêmes crié sur tous les toits leurs crimes était avant tout la cause première de leur arrestation. Pendant que les suspects étaient interrogés, une fouille était effectuée concernant la voiture de Christopher. Et à l'intérieur de ce véhicule, les délégués ont trouvé une hache, des sacs poubelles, une pelle, des gants, de la corde, des vêtements de camouflage et un reçu de prêteur sur gage daté de plus tôt ce matin-là.
À la fin de l'interrogatoire, Steven a été placé en détention provisoire et accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, de conspiration pour commettre un cambriolage et de falsification de témoins. Ses collègues détenus dans la prison du comté diraient plus tard aux autorités que Steven s'était vanté de l'attaque qui a décimé la famille Katz. Mais bon, ça, ce n'est pas étonnant, puisque ce jeune homme s'est vanté à tout va, à qui veut bien l'entendre, les horreurs qu'il a pu commettre cette nuit-là. Au procès, Quinn, William et Houghton ont témoigné contre Steven en échange de peines plus légères. Sur le stand, Quinn a déclaré au jury que l'accusé partageait souvent ses fantasmes sur l'effraction dans une maison et le massacre des occupants. Non seulement il avait voulu les tuer de la manière la plus horrible qui soit, mais il aurait également voulu les cuisiner et manger leurs restes si le temps le permettait. Cette allégation a réaffirmé la caractérisation par le procureur Jeffrey Strelsing de Steven comme étant un simple psychopathe. Quinn, qui s'était enfui dans le salon et s'était couvert les oreilles pour étouffer les cris des victimes, avait été le seul à reculer de la violence perpétrée contre les deux victimes. Bien qu'il soit un fan de films d'horreur et qu'il s'intéresse aux tueurs en série, la réalité des choses du fait de tuer des êtres humains était bien pire que ce qu'il n'avait imaginé. Cela dit, il était allé avec eux de son plein gré, alors qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer. Steven avait affirmé ses disciples sur le chemin de la résidence Katz qu'il était sur le point de faire partie de la chose la plus horrible que cette ville ait jamais vue. Et ça n'a pas du tout joué en faveur de Quinn. En novembre 2010, Steven Spader a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, 2 ans plus tard, à la suite de changements dans la loi modifiant les peines de prison sans libération conditionnelle pour ceux qui ont commis leurs infractions en tant que mineurs, Steven est devenu admissible à une peine réduite. Mais lorsque le sujet a été abordé, Steven a refusé. Heureux là où il était, il a refusé de coopérer au processus d'appel, informant ses avocats qu'il était la personne la plus malade et la plus tordue qu'ils ne rencontreront jamais. En fin de compte, Steven a été condamné à la prison à perpétuité plus 76 ans de prison, donc il ne pourra de toute façon, normalement, pas sortir de prison. En 2013, il a ordonné à ses avocats d'abandonner tous les appels. Aujourd'hui, il est emprisonné dans le New Jersey où il restera pendant toute sa vie si tout se passe bien. Quinn Clover, quant à lui, a plaidé coupable de cambriolage, de vol et de complot pour commettre un cambriolage a été condamné de 20 à 40 ans de prison. Sa potentielle date de sortie de prison, la plus proche possible, sera en 2029, soit dans 5 ans, mais pour ça, encore faut-il que sa libération soit acceptée, ce qui, je pense, ne sera pas forcément le cas. William Marks, qui observait les attaques contre Kimberly et Jamie depuis la porte, a plaidé coupable de complot pour commettre à la fois un meurtre et un cambriolage. Pour son rôle dans l'attaque, il a été condamné de 30 à 60 ans de prison. Le père de William, qui avait soutenu son fils, a exprimé son regret pour l'invasion de la maison et le meurtre qui a suivi. Malgré ça, il n'a pas pu s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si William avait fait face à des sanctions plus sévères pour ses précédents affrontements à la loi. Dans un poème écrit par William, il avait partagé de manière inquiétante ses désirs tordus en déclarant « Je garde toujours une hache à mes côtés, à la recherche de mon prochain homicide. » Espérons alors qu'il recevra l'aide dont il a besoin pendant les nombreuses années qu'il passera en prison. Odon Savoy, qui avait aidé à la dissimulation des preuves, a été condamné de 5 à 12 ans de prison pour avoir entravé l'appréhension et la conspiration. Il a été libéré sur parole en 2012 et de ce que l'on sait, il est depuis resté à l'abri des ennuis. Christopher Gribble, bien que ce ne soit pas le chef de la bande, est un spécimen encore plus terrifiant que Steven. Encore faut-il qu'une telle chose soit possible. Lorsqu'il a fait face à un juge en mars 2011, il s'est comporté de manière arrogante face au tribunal. En tant que mormon dévoué qui avait prévu de devenir missionnaire avant de choisir la voie du crime, il a admis qu'il avait toujours été consumé par des pensées de meurtre depuis sa plus tendre enfance. D'ailleurs, la cible de ses fantasmes meurtriers dans ses premières années était la personne dont il était le plus proche dans le monde, sa propre mère. L'hostilité accumulée de Christopher envers sa mère
découlait de ses méthodes de discipline qu'il trouvait bien trop extrêmes. Selon lui, il a enduré des fessées qui, pour lui, sont allées bien trop loin. Adolescent, il avait considéré que c'était une forme de châtiment corporel lorsque sa mère insistait pour lui faire exploser ses boutons sur le dos qui étaient dus à son acné. Il s'est également plaint de choses aussi banales qu'avoir été forcé d'aspirer la maison à un jeune âge, alors que certains pourraient voir l'exécution des tâches ménagères comme un renforcement du caractère. Il l'a considéré comme une autre punition dégradante infligée par une femme, dont la femme qu'il avait appris à mépriser. D'une voix complètement dépourvue d'émotion, Christopher a raconté comment il voulait la couper en morceaux et l'écouter crier. Il s'est également demandé ce que ce serait de la jeter dans une cuve d'eau bouillante ou de l'étouffer avec du sucre et de l'attacher à une colline de fourmis rouges. Tout comme les autres parents des accusés, la famille de Christopher l'avait amené voir un psychiatre, mais en vain. La psychiatre en question l'avait balayé lorsque son patient a confié qu'il sentait qu'il avait le potentiel de devenir un violeur en série. Il lui a également parlé de sa haine profonde envers ses parents, en particulier sa mère. Il avait pourtant fait savoir au thérapeute, en termes très clairs, qu'il aimerait les voir morts. Mais bien que la psychiatre de leur fils ait partagé cette information avec ses parents, elle leur a assuré qu'il ne faisait que se défouler durant ces séances. Elle a comparé ces explosions à un enfant en colère, menaçant de tuer quelqu'un dans un accès de rage. À son avis, il n'était pas un danger pour lui-même, ni même pour les autres. Et avec ça, Christopher Grimble a reçu le feu vert pour agir sur ses pensées troublantes. Les victimes, cependant, ne seraient pas ses parents qui ont longtemps souffert, mais plutôt une jeune mère innocente et son seul enfant. En tant qu'adolescent solitaire qui avait du mal à se faire des amis, Christopher avait rencontré Steven pour la première fois chez les scouts. Après avoir perdu le contact, le duo s'est retrouvé en 2009 et une relation amicale s'est créée. Christopher était un adolescent perdu qui avait besoin de conseils et d'être mené par quelqu'un, tandis que Steven était un leader qui voulait le contrôle des autres. Ils étaient donc un duo complémentaire, sinistre, un duo parfait qui attendait de se déchaîner sur le monde. Christopher n'a caché aucun secret sur le fait qu'il savait, avant d'entrer dans la maison des Katz, que tout le monde à l'intérieur allait mourir. Quand le moment est venu pour lui de passer à l'action, il avait poignardé Jamie et sa mère par des coups calculés. À la fin du procès, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, de complot pour commettre un meurtre, de complot en vue de commettre un cambriolage et de falsification de témoins. Pour ces crimes, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La juge l'a informé que, si ça avait été en son pouvoir, elle l'aurait condamné à l'infini. L'accusé a fait appel de sa condamnation, affirmant qu'il n'avait pas compris qu'il avait le droit de se taire, même si ses droits lui avaient été lus plus d'une fois et qu'il avait reconnu verbalement qu'il comprenait leur signification. Avec la vie en prison imminente, il s'est peint comme une pauvre petite victime, une pauvre âme qui avait été manipulée par les forces de l'ordre. Ce n'est clairement plus le sage qui se considérait comme supérieur aux autres à tout point de vue. Il a au contraire adopté la personnalité d'un demi-esprit qui ne connaissait pas le fonctionnement du système juridique. Même si c'est lui qui avait initié la confession, il a pris la position qu'il avait été contraint par les policiers. Avec de nombreuses preuves du contraire, y compris sa propre voix capturée sur bande, acceptant qu'il confessait de son propre libre arbitre, l'appel a heureusement été refusé. Pas aussi avisé dans la vie réelle qu'il l'était dans les jeux fantastiques et qui avait pris une grande partie de son temps avant les meurtres, l'accusé avait découvert assez tôt que penser que vous êtes dur parce que vous avez poignardé une femme et un enfant pendant qu'ils dormaient et le prouver aux criminels endurcis étaient deux choses très différentes. En réalité, faible, lâche et fragile, Christopher Grimble est rapidement devenu la cible d'autres détenus qui, contrairement à lui, pouvaient soutenir leurs dires par des actions. Pour sa propre protection, il a été placé dans l'unité spéciale de logement du pénitencier, où il a passé plusieurs années avant d'être finalement intégré dans la population générale. Mais une fois sur place, il a été sommairement battu par un autre détenu, forçant de nouveau les responsables à le renvoyer à l'unité spéciale où il est resté isolé. Quant aux victimes restées en vie, Jamie et son père sont restés dans la maison après l'attaque qui a détruit leur famille. Pour leur protection, ils ont acheté un chien de garde et ont utilisé un nouveau système d'alarme. Bien que leur vie ne soit jamais la même, ils ont persévéré.
Dans l'espoir de s'assurer que Kimberly continue de vivre dans la communauté, un tournoi de golf annuel a même été créé en son nom. Les recettes de l'événement caritatif, qui a lieu chaque année à l'occasion de l'anniversaire de son meurtre, sont reversées à un fonds de bourse d'études mis en place pour les étudiants locaux qui visent l'enseignement supérieur et qui n'ont pas forcément les moyens de se les offrir. Jamie, qui a maintenant une vingtaine d'années, est diplômée de l'université et a poursuivi sa carrière dans le domaine de la santé. Jeune femme heureuse et solaire, elle a depuis longtemps dépassé les événements de cette terrible nuit, bien qu'elle porte à la fois des cicatrices physiques et émotionnelles infligées par les auteurs pour le reste de sa vie. Elle refuse de les laisser la définir, et c'est tout en son honneur. On ne peut à présent que la féliciter pour tout le courage qu'elle a eu et lui souhaiter le meilleur pour la suite. C'est donc tout pour cette terrible affaire où une femme a perdu la vie et où sa fille a subi des traumatismes qui ne s'effaceront probablement jamais. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit like pour nous soutenir. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci à vous pour votre soutien et d'être présent à chaque sortie de vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Merci à vous, bonne soirée, ciao.